tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour Mehdi El Kanafi, bonjour à tous. Ça va bien, et toi-même ? Ça va super, est-ce que tu as passé des bonnes vacances, des belles vacances ? De belles vacances, mais content d'être de retour pour la rentrée. Peut-être préciser que voilà, les Red Alert ont fait une pause, mais on n'a pas été 2 mois en vacances, on n'est pas... Hélas. On a pris nos petits 15 jours, et sachez que voilà, dans l'activité de Sœurs, on vous a préparé plein de livres, on était sur moult bouclages. Nous sommes actuellement en train de finir l'année, donc là on est sur les livres, on a terminé janvier. C'est pour vous dire à quel point l'édition, il y a une inertie qui est assez folle. On a plein de surprises pour vous, il va falloir rester un petit peu connecté comme on dit. C'est le retour des Red Alert, c'est la rentrée, c'est le retour du rythme hebdomadaire, donc toutes les semaines, tous les vendredis, vous allez retrouver votre émission. Voilà, la petite blague, c'est que c'est le samedi qu'on fait l'annonce, mais ils sont dispo dès le vendredi partout. Pour les nouveaux arrivants, parce que vous êtes beaucoup à nous écouter, vraiment cet été ça a été super. Ouais. Peut-être Nico, en 2 mots, Red Alert, c'est quoi ? Alors je crois que c'est l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition, mais je peux me tromper. Écoute... Peut-on faire mieux ? Tout est dit. Je sais pas. Alors, au programme de cette émission, on va passer en revue nos jeux de l'été, et vous allez voir, ce fut un été quand même très très chargé. 3 gros morceaux, il y a eu, pour nous, pour cette émission, Stray, Live Alive et The Last of Us Part 1. Mais en bref, on va vous parler de Rollerdrome, de As Dusk Fall, Xeno 3 et Tiny Kin, et bien d'autres. Ça sera un petit peu en bref. Vous retrouverez bien entendu, enfin, le retour de l'interlude Top 3. Mais avant, Nico, je te propose un petit Fire Bullet, un petit Fire Bullet Point même, sur les grandes actus du mois d'août. Alors, on a déjà abordé les news qui ont rythmé le mois de juillet dans le Red Alert surprise que nous avons diffusé il y a quelques semaines cet été. Mais aujourd'hui, en mode flash, on va évoquer ce qui a fait les gros titres depuis notre dernier épisode. Et il s'est passé pas mal de choses en fait. C'est passé pas mal de choses en l'occurrence. Et en premier lieu, on va parler d'un salon qui a eu lieu, la Gamescom, le salon allemand. Est-ce que tu as un avis particulier ? Est-ce que cette édition t'a plu ? Alors la Gamescom, ça confirme, c'est un salon très orienté PC, avec beaucoup de jeux qui ne m'intéressent pas plus que ça personnellement, même si ça avait l'air cool pour certains, mais c'est vraiment pas le salon qui m'excite le plus dans l'année, on va dire. Mais bon, c'était cool de voir l'actu un peu repartir. La conf de Jeff Keighley était sympa. L'ouverture, ouais. Mais d'ailleurs, moi, sur ce que tu évoques, sur la physionomie des jeux, moi, je trouve que c'est chouette parce que ça donne en fait, au salon, une certaine forme de caractère, des jeux qui sont très ciblés vers l'Europe. Ça donne une identité occidentale, et pas occidentale, pas US, mais européenne. C'est un salon qui est allemand. C'est chouette parce que ça singularise les événements. Et j'espère que le TGS, là, qui a lieu dans quelques jours, va aussi être marqué d'une forte identité nippone avec plein de jeux Jap. C'est important dans cette mondialisation que chaque grand événement en fait a cette identité, et même si les jeux nous intéressent un petit peu moins avec ces jeux PC, avec ces RTS allemands et ce genre de choses, finalement c'est cool, ça donne une ouais, et c'est vrai qu'autant le 3 voit un peu sa position chahutée, mais autant la Gamescom, personne n'a remis en question le salon, parce que comme tu le dis, il apporte quelque chose qui est spécifique en fait, quoi. Et ce qui a contribué aussi à l'identité de la Gamescom, tu l'as évoqué rapidement, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de jeux, on va dire AA, de jeux indés. Il faut dire qu'il y avait pas beaucoup d'éditeurs non plus présents à la Gamescom. Il y avait Focus, il y avait Tech2. Voilà, c'est tout. En fait, les gros éditeurs, les gros constructeurs, c'est eux en fait qui vont exploiter les licences, c'est eux qui vont avoir des gros budgets du coup pour faire ces suites, et des suites à risque. Les petits indés et les AA, eux font peut-être des jeux en one shot, ce qui nous apporte beaucoup de nouvelles IP, de nouvelles licences, et c'était quand même super rafraîchissant. Ouais, mais c'est vrai que cette Gamescom, c'était un peu le premier salon du genre, alors pas post-Covid évidemment, mais on vit avec le Covid en fait, donc ça commençait les gens à revenir et tout, mais on voit que les gros éditeurs commencent à un peu délaisser les salons en général, à dépeupler un peu ces salons-là pour faire leur actu. On a déjà parlé plein de fois, donc faut voir est-ce que ces salons-là justement peuvent quand même survivre malgré ça, quoi. On enchaîne avec Sony qui a eu des actus bonnes et moins bonnes, avec une augmentation de prix de la PS5 dans certains lieux du monde, et ça nous intéresse parce que les 50 € sont aussi une augmentation qui va arriver en Europe. C'est truc de ouf. Alors j'ai vu des gens qui disent c'est pas la première fois, mais à chaque fois ils oublient de préciser quel était le cas où c'est déjà arrivé. Mais moi, de mémoire en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une console augmenter de prix après sa sortie, surtout 1 an et demi après sa sortie. Enfin, c'est un truc de ouf. Alors, je sais pas si on mesure l'impact, parce que, comme on l'a dit, ça va pas influencer les ventes, parce que les gens sont tellement en dèche et ont tellement envie d'avoir la console que ça changera pas grand chose. Non, mais absolument c'est quand même un truc de ouf. Elle a pris 10% d'augmentation, 550 balles, on arrive sur les tarifs un peu PS3 de l'époque, tu sais, où ça avait vraiment freiné un petit peu la console. Là, on est sur des sommes quand même, waouh. Comme tu dis, ce qui est impressionnant et étonnant, c'est que c'est post-lancement, donc après le lancement, là où
Globalement, aujourd'hui, et dans toutes les industries, dans tous les marchés, les prix augmentent. On l'a vu hier, il y a eu la keynote d'Apple qui a dévoilé les nouveaux iPhones, qui ont pris une petite schiste niveau prix. 1000 boules entrée de gamme, on va dire. Voilà, donc les prix augmentent pour tous et pour tout le monde. Il y a une pénurie de matières premières, notamment en fait sur des éléments informatiques qui sont très rares. Mais là, en fait, c'est après lancement. Donc, on connaît le prix, ils nous ont proposé un prix, et là, il y a une augmentation, là où l'iPhone, en fait, s'aligne avec un nouveau lancement d'un nouveau produit. Ouais. Après, je serais d'accord pour discuter, effectivement, le côté pragmatique de Sony, qui l'augmente pour conserver ses marges et continuer à faire des profits. Ils auraient pu tanker le truc, il n'y a pas de débat. Mais nous, enfin, même de notre point de vue en tant qu'éditeur, on comprend la hausse de prix, parce que c'est quelque chose qui est une réalité économique aujourd'hui. Quand tes matériaux, tes matières premières coûtent plus cher, ton produit, le coût de revient augmente aussi. Donc, tu peux choisir de ne pas augmenter ton prix, comme l'ont fait Microsoft ou Sony, ou même nous avec nos bouquins, tu vois, pour laisser le temps venir un peu. Oui, on va pas. Peut-être qu'à l'occasion de la FAQ de mars, où en fait vous nous posez des questions qui sont peut-être un peu plus techniques sur le monde de l'édition et la société CERD, ça s'applique aussi à Sony, toute proportion gardée évidemment. Mais par exemple là, les 50 €, on va se focaliser sur les matières premières, mais ça nous concerne à nous et ça concerne Sony, c'est tout ce qui est logistique et tout ce qui est prix du transport. Ça comprend ces 50 € d'augmentation parce que ça, c'est indécent en ce moment d'envoyer des produits quels qu'ils soient par bateau. Et je vous parle même pas de l'avion. Donc voilà. Peut-être qu'on en parlera si vous le souhaitez. On parle même pas du char à voile non plus. Hein. Je rigole pas, moi. Ça me fait pas rire. Sony a annoncé aussi une nouvelle manette pro, la DualSense Edge. Tu peux me dire Osef, parce que tu veux qu'on... Ah, Osef, ouais. Tu vois, je le sens. Ouais. Je sais pas, toi, ça t'intéresse? J'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien l'avoir. Même, tu vois, les manettes pro Xbox, aucun de nous n'en a une. Non. Enfin, ça nous concerne pas, on est pas... J'ai jamais compris, en fait, tu vois, l'attrait d'avoir, tu sais, les palettes. Ah, peut-être pour les jeux de caisse, c'est des raccourcis, c'est quand tu joues pour les pro gamers, ça, c'est pas pour nous, quoi. Et je parle pour toi. Sony toujours le PSVR 2 qui s'est vu officialisé avec une date début 2023. Toujours pas de prix. Néanmoins, le fait qu'ils aient pas annoncé de prix, est-ce que c'est intéressant et de le mettre en relation avec l'augmentation de prix de la console? Est-ce qu'ils vont pouvoir plus tranquillement, pas s'aligner, mais de proposer ce PSVR 2 à 400 €, 450 €, 500 €. Pour moi, c'est 500 boules, c'est acté, gravé dans la roche, quoi. C'est loin, ce 400 €, ce prix parfait que Sony a enchaîné et qui était dans une acceptation. Ouais, mais c'était presque une autre époque, hein. Aujourd'hui, on voit, il y a eu depuis le Covid, la guerre en Ukraine, la Chine qui a fermé ses usines et tout. Enfin, le paysage a été bouleversé depuis ce temps-là, quoi. Sony rachète Savage Game Studio, un studio spécialisé dans le développement de jeux mobiles, en fait créé et monté par des pontes du jeu mobile. Nico, ça, on en parle peut-être pas tout de suite. Ouais, parce que c'est vrai que comme d'hab, il y a eu plein de gens qui ont fait « Ah, ça y est, Sony délaisse le jeu console AAA pour faire des jeux mobiles ». Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et d'ailleurs, je vous en parlerai dans 2 semaines, dans ma chronique. Dans 2 semaines. Encore de la consolidation, il y a eu une prise de participation de Sony chez From Software, donc le studio des Souls, donc qui appartient à From Software à l'éditeur Kadokawa, un grand éditeur japonais. Et donc un move qui a été accompagné par un move de Tencent. Donc Sony avait 2% de Kadokawa, Tencent en avait 7%, j'ai arrondi. Après la manœuvre, Sony se retrouve avec 14% de From Software et Tencent 16%. J'ai toujours arrondi. On est sur une belle enveloppe de 30% avec ces deux qui sont chez From Software. De ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout pour combler les ambitions de Kadokawa qui aimerait éditer les jeux From à l'étranger. Là, ils font le Japon aujourd'hui, mais uniquement au Japon. Parce que quand tu vends 16 millions d'Elden Ring, tu dois partager le revenu avec Namco Bandai, qui a édité le jeu dans le monde entier. Et ils se disent, ça serait peut-être cool qu'on n'ait pas à partager le gâteau, parce que le gâteau, il commence à être un peu gigantesque. Et plus tu gagnes de thunes, moins t'as envie de partager, je pense. Donc, ça peut aller dans ce sens-là. Après, c'est vrai que Sony se rapproche d'un développeur de talent. Enfin, c'est pas non plus déconnant. On sait qu'ils avaient des parts chez Square Enix. Ils en ont toujours, je crois même. Oui. Donc, il y a rien de nouveau là-dessus, quoi. On continue et on lâche Sony, on était sur Tencent, on reste sur Tencent et Ubisoft, Tencent a racheté des parts d'Ubisoft, ou en tout cas la société mère et celle qui était aux mains des guillemots. C'est un peu compliqué cette histoire quand même. Ouais, ça a été un sorte de petit exercice de contorsion en fait, où j'ai l'impression, moi, de mon point de vue un peu profane, que les guillemots s'en sortent très très bien, dans le sens où Ubisoft reste leur boîte avec leur prise de décision, c'est une boîte qui reste au pavillon français, et ils ont quand même un partenaire solide qui a apporté de la thune et qui va leur permettre un peu de repartir sur un bon pied.
et un partenaire qui a pas l'air, du moins pour l'instant encore, trop pressant, tu vois, pour avoir plus, pour chercher de la prise de contrôle. En plus, ils ont contractualisé la prise de participation de Tencent dans Ubi, qui a des échelons bien spécifiques et tout. Donc, j'ai l'impression que c'était peut-être le meilleur cas possible pour eux et qu'ils ont vraiment géré ça de manière plutôt efficace, quoi. Ça, c'est le vrai feuilleton à suivre, à voir si dans 10 ans, ils vont se réveiller, tu vois. C'est comme si Sauron était dans l'ombre et puis d'un coup, il fait, allez, on a arrêté maintenant la Terre du Milieu. Tu vois, il y a des craintes, des gens qui disent. C'est très possible, hein, et ça peut arriver, mais je pense pas, moi, qu'il y ait ce côté hostile. C'est plus, si un jour Ubisoft veut vendre, ils vont dire, vous, on est partenaire avec vous depuis 10 ans, ça se passe bien, vous avez déjà des parts, ça sera certainement celui qu'ils vont envisager comme le partenaire privilégié. Et dans ça, c'est malin, je trouve, tu vois. Tencent, qui a, je crois, 49% de Epic, si un jour, le boss d'Epic, dont j'ai oublié le nom, il en a marre, il veut se retirer, c'est pas déconnant qu'il se tourne en premier vers Tencent. Et tu vois, ça aurait pas été une participation, enfin, une attitude hostile, mais c'est plus, alors j'ai failli faire une métaphore, le bon gars qui est présent, et puis du coup c'est vers lui que tu te tournes. En fait, c'est de créer des partenariats au premier sens du terme, c'est que tu as un partenaire avec qui, en fait, tu vas nouer des liens au long cours, et s'il y a un truc qui se passe, tu te tournes vers ton pote. Ouais, surtout si ça s'est bien passé pendant des années, quoi. Ok, petit dernier point, toujours un petit peu business, cette fois c'est Quantic, qui se fait racheter par un autre chinois, c'est NetEase. Ouais, alors ça c'est un peu dommage, parce que NetEase avait investi dans Quantic, donc il avait permis de se développer, notamment d'avoir une activité d'édition, et en fait, voilà, on a perdu un studio français aujourd'hui. Quantic Dream, c'est sous pavillon chinois. Après, les studios restent en France. Studios restent en France, mais bon, là, Et à Montréal. Ouais, on va voir ce que ça implique. Je pense qu'ils ont quand même fait en sorte de verrouiller une autonomie, une prise de décision. C'est assez rassurant. En tout cas, dans les communiqués qu'on a pu lire, c'est assez rassurant là-dessus. Ouais. Puis Tencent t'investit pas à l'étranger, en Occident, pour imposer tes méthodes en Chine, justement. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais justement, ils veulent s'émanciper de la Chine parce que là-bas, il y a des lois qui viennent un peu contrecarrer leur ambition. On en parle un peu dans le dernier d'alerte, justement, de ça. Donc, je pense que si t'investis ailleurs, c'est pas pour faire la même chose que chez toi, au contraire. Moi, j'y vois un petit acte manqué de Sony. En tout cas, je voyais, il y avait vraiment, ce développement qu'on appelle AA, donc le studio reste indépendant, mais fait une exclusivité pour un constructeur. C'était le cas vachement de Quantic Dream, qui avait beaucoup développé pour Sony. Et on sait que ils se sont tournés autour. Ça s'est pas fait. Et petit à petit, Quantic Dream s'est éloigné là où vraiment il y avait une vraie filiation, comme tous ces studios que Sony rachète petit à petit après avoir noué, comme on évoquait, des partenariats, des partenaires. Et là, c'est un des contre-exemples où c'était une évidence, et c'est pas ça... Ouais, va savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lié aux affaires qui entouraient Quantic? C'est peut-être Sony qui s'est détourné d'eux, ou le contraire, que Quantic voulait justement plus d'indépendance et pouvoir un peu être multi-support. Je pense qu'on le saura jamais. J'ai l'impression que je vois un schéma se répéter avec Kojima Prod. Là aussi, c'était une évidence que Sony allait mettre la main sur ça, parce qu'ils ont depuis longtemps noué des partenariats, ils ont aidé à la création de Death Stranding et tout. Et là, Kojima, je le vois s'éloigner de plus en plus comme ça. Le Sam gagne Sony, en tout cas, ce serait pas étonnant. Voilà pour le Fire Bullet de l'actu. On a fait vite. On a essayé de faire un petit peu vite. On va attaquer l'un des gros morceaux et on va prendre ça de façon un petit peu chronologique, le plus loin dans l'été sur les jeux qu'on a pu faire. On va parler de Stray, le jeu du petit chat, le jeu des Français du studio montpelliérain Blue 12 Studio, et c'est un jeu qui est édité par Annapurna. Donc, c'est un titre dans lequel on joue un chat dans une ville cyberpunk, un peu qui rappelle Kunlun, mais sans aucun humain, uniquement peuplé de robots. C'est marrant parce que Kunlun, c'est quand même le lieu, alors qui n'existe plus, mais où la densité humaine, cette fois, était la plus élevée de l'histoire. Donc c'est rigolo, il y a 0 humain, vous croiserez que des robots. Alors, on va commencer par ce qui se voit, un petit peu l'évidence. Le jeu est à tomber, il est magnifique. Qu'est-ce que tu penses de l'aspect esthétique du titre? Ça reste un de ses points forts, et l'esthétique renforce l'ambiance, qui est vraiment, je trouve, ce que je retiendrai au final du jeu, quoi. L'univers, en fait, c'est vraiment, t'as l'impression de voir un univers crédible où tu te dis, ok, je crois que ce monde a existé, qu'il y a eu de la vie, et que là, on est dans un délire post-apo où justement, les robots, tu l'as dit, ont remplacé les humains. Et, il y a une gestion de la direction artistique et des lumières, qui m'ont scotché. Et surtout pour une petite équipe et tout, quoi. On a vraiment des rendus qui sont bluffants, quoi. Alors dans Stray, on joue un chat. Et donc sur internet, quand tu joues un chat, quand tu parles de chat, ça fait parler. Et on peut évoquer déjà la sortie de Stray en plein milieu d'été, qui a une grosse présence médiatique, avec des retours positifs internationaux. Pour un petit jeu français, franchement, chapeau à eux. Est-ce que ça a joué d'avoir mis en scène un chat? Alors j'imagine évidemment que c'est involontaire, ils sont pas dit on va faire le buzz avec un chat. Est-ce que tu penses que ça a conclu? Ça m'énerve, mais oui, je pense que oui. Alors que je suis fan de chat, tu vois, je suis team chat dans la vie, mais
Enfin, je trouve que les gens, ils ont toujours tellement une attitude, c'est un chat, forcément c'est le Gotti. Je trouve qu'un peu. C'est après, souvent, c'était mignon, il était mignon. Bien sûr qu'il est mignon, et c'est vrai que c'est agréable et tout, mais après, c'est souvent sur le ton de la blague que les gens disent ça, mais c'est vrai que sur Internet, t'as un peu le chat qui est sacralisé, quoi. Ouais, le chat. Bon, en tout cas, ça a fait le buzz, mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est de savoir surtout si être un chat dans un jeu vidéo, ça a changé quelque chose. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que les possibilités d'un Stray sont-elles si différentes de celles d'un jeu dans lequel tu incarnes un humain ? Dans les situations en fait qu'on traverse, quand on aborde en fait manette en main le jeu, est-ce que ça diffère de ce qu'on pourrait faire si on jouait un personnage humain, ou en tout cas un humanoïde ? Car en vrai, oui, évidemment, les capacités d'un chat et celles d'un humain sont plutôt éloignées, mais est-ce que c'est le cas dans le jeu ? Alors, à mon avis, moi, à quelques exceptions près, je trouve que c'est pas trop le cas. Souvent, je me suis dit qu'un humain agile, ou un petit humain, pourrait faire tout ce qu'on fait, en fait, dans Stray. Ou du moins, je me suis dit qu'un humain aurait réagi comme ça, et pas un chat. Un exemple, l'exemple des séquences de fuite, en fait. Dans Stray, on nous propose des séquences variées, de l'exploration, de la plateforme, des séquences plus ouvertes, des séquences plus scriptées. Et justement, dans ces moments scriptés, il y a des séquences de fuite, où en fait, on est balisé comme ça, on doit fuir une horde qui nous poursuit. Et en fait, un chat qui voudrait s'échapper, suivrait pas le tracé d'une rue, comme le ferait un humain, ou comme nous, on le fait dans tous les jeux, quand on fuit, on suit la route. Parce que déjà, un chat, il sait pas ce que c'est, une rue. Alors, je pinaille de ouf, mais dans ces séquences de fuite, tu incarnes un chat et tu suis vraiment la route. Et moi, je sais que ça m'a fait un petit peu tiquer. Un chat, je pense, aurait tendance à monter plus en hauteur. Tout de suite, du coup, il suivrait pas forcément la route. Mais là, parfois, on va naviguer dans la ville. Tu vas à droite ou à gauche et tu commences à partir en verticalité pour t'enfuir. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et évidemment, je pinaille, mais c'est l'un des exemples qui m'a fait ressentir que je jouais pas vraiment un chat, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être un petit robot, un enfant ou quoi. Le jeu aurait été le même. Et les attributs un peu spécifiques du chat étaient relégués à du gimmick, des choses rigolotes, tu vois, genre tu bois dans une flaque d'eau, tu fais tes griffes sur le canapé, tu miaules, c'est des interactions qui sont rigolotes et typiquement félines, mais qui sont hors du jeu, quoi, en fait, qui servent pas à grand chose dans le jeu. Enfin, accessoire. C'est vrai que tu peux gratter sur la porte, mais bon, quelque part, est-ce que gratter et taper sur la porte ? Oui, c'est pareil. Après, comme tu dis, c'est vraiment l'empinaille. Exactement. En tout cas, les contraintes de production qui n'ont pas pu, j'imagine, développer une ville dans laquelle on aurait pu, du coup, réagir comme un chat, en fait, ont vraiment joué. Ces contraintes de production qui sont le budget, la taille de l'équipe, les enjeux, le scope, je trouve qu'elles ont été vraiment très, très, très bien gérées. Ouais. Et parlons d'un point, du coup, qui a pu décevoir, mais qui s'explique justement par ces contraintes de production qui ont été rencontrées par l'équipe de dev, c'est que dans Stray, on peut pas faire sauter le chat quand on veut. Alors, tout simplement, le studio ne nous en a pas donné la possibilité. Et c'est uniquement par des actions contextuelles, donc qu'on pourra faire sauter le chat, c'est-à-dire que quand on avance près d'un obstacle ou du vide, si le studio a décidé qu'il était possible de sauter, uniquement là, tu vas avoir une petite croix si vous jouez sur PlayStation, et là tu pourras sauter, mais soyons honnêtes, c'est quasiment systématiquement le cas. C'est ça, moi au début j'avais peur parce que je pensais que c'était scripté dans le sens où fallait être sur un point particulier pour déclencher la possibilité de sauter. Oui. En fait, comme tu l'as dit, c'est juste que presque le bouton de saut ne fonctionne pas en temps normal, et dès que tu peux sauter, là ça fonctionne. Et dans ce sens, c'est pas tellement différent de ce qu'on a par exemple dans un Zelda 3D, où Link va sauter automatiquement dès que tu cours vers un précipice. Donc là-dessus, j'avoue, ça me faisait un peu peur, mais dans la pratique, aucun problème, quoi. Aucun problème. Est-ce que ça a été une déception ? Est-ce que ça a pu être une déception ? Peut-être un petit peu, mais premièrement, ce choix de design, en fait, était bien visible dans la communication en amont de la sortie du jeu, on le voyait bien dans les trailers, donc je pense qu'ils avaient quand même un certain doute en disant on va prévenir, et de deux, je pense que c'était surtout et clairement la meilleure solution. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que jouer un chat en liberté, tout simplement, est-ce que c'est possible ? Alors dans l'absolu, sûrement, mais un chat, c'est quelque chose, pas quelque chose, c'est un être qui est agile, rapide, et dans un monde ouvert comme celui de Stray, donc qui est visuellement très riche, avec beaucoup de verticalité, dans lequel on navigue en 3D, si on avait un mode de contrôle de saut libre, je pense qu'on ferait que tomber tout le temps. Ouais, puis ça aurait été la foire aux bugs, les interactions avec l'environnement éclatées, comme tu dis. Il y a une contrainte technique, évidemment, mais je pense que ça aurait rendu service à personne, en fait. Ouais. En sachant qu'en plus, on contrôle souvent le regard du petit robot, on va y venir, ce petit robot pote du chat, en fait on contrôle pas tout le temps le regard du chat, mais le regard du robot. Donc autant vous dire que si on était dans un traversol libre, on va dire, on pourrait aller, ça serait je pense infernal et tout simplement impossible. C'était une nécessité, en fait, au vu du gameplay, de proposer un bouton de saut contextuel, mais avec un bouton de saut libre, je pense que c'était injouable et ça n'aurait pas été fidèle de toute façon à la promesse d'incarner un chat, un animal dont les déplacements sont fluides. Et est-ce que vous avez déjà vu
un chat tombé. Enfin là, en termes d'immersion et de comment on dit déjà le rupture ludonarratif. Enfin là, de dissonance. La dissonance. Là, t'imagines, tu incarnes un chat qui fait que se vautrer. Je pense qu'en termes d'immersion, ça aurait pas été là ou free. Alors, ne pas nous faire sauter, c'était une nécessité pour contrôler nos mouvements, mais c'était pas, en fait, pour nous contenir ou nous contraindre. C'était un choix qui était ludique pour qu'on s'amuse. Éviter la frustration, c'est, je crois, l'objectif de tous les jeux, en tout cas presque. Et finalement, je pense que c'était vraiment un bon choix, cette histoire de saut. Oui, et puis ça n'a pas cadenassé l'exploration, ce qui était quand même la chose à craindre, et c'est pas le cas. Donc on peut toujours s'amuser à fouiner partout, à grimper sur à peu près tout ce qu'on veut. Ça, là-dessus, ça change rien du tout. Il y a eu aucun problème là-dessus. Dans Stray, en fait, ne pas péter un câble parce qu'on tombe toutes les 10 secondes, ça nous permet aussi un petit peu de nous concentrer sur l'ambiance, sur l'immersion, et voir cette direction artistique qui est complètement incroyable. Une bande son de Yann Verkruijsen, donc Morusque sur Twitter, beaucoup plus facile, c'est un français, qui fait une bande originale qui est complètement qui est magnifique et très atmosphérique, mais qui a aussi des moments très mélodiques sur certains villages, tout ça, j'en dis pas plus. La BO est disponible absolument partout, si vous voulez kiffer. Un sound design, ça c'est vraiment aussi très immersif, avec des sons très très fidèles, ça c'est vraiment incroyable. Et concernant l'immersion, l'ambiance, moi je trouve que il faut noter ce prologue en fait, qui est vraiment une grande réussite, où ce prologue va nous promettre un jeu, on va dire muet. À la base, on se dit, on va être dans quelque chose qui est très atmosphérique. Et cette promesse, elle est rapidement détournée par la venue d'un sidekick. Donc, c'est ce fameux petit robot B12 ou B12. Je sais pas, moi je l'ai joué en français. Il est en français? Je sais même pas. En français, ça parle pas, je suis con. Hein. Le mail, il parle pas. En fait, justement, ce petit robot va nous servir d'interprète pour comprendre les robots et interagir avec eux. Alors, on peut tiquer, peut-être, parce que ça réoriente encore un petit peu plus le jeu vers quelque chose de classique, ou du moins dans ce qu'on connaît de l'incarnation d'un personnage humain. On y revient de ce que je disais au début. Un personnage humain qui parle, qui échange, et non un chat. Qui se substitue presque au chat, ouais, au moment où il arrive, et c'est un peu dommage, je suis d'accord avec toi. Après, la venue du robot va créer un petit peu de l'interaction, de l'humour, ça va remplir le vide et permettre de varier les situations de gameplay. On comprend la démarche du studio, et on l'a déjà vu par exemple dans God of War, où en fait la tête de Mimir en fait va apporter sa dose de dialogue, la dose de dialogue, d'humour, tout ça. Mais bon, est-ce que ce prologue te reste pas un petit peu en tête Alors moi justement, c'était la belle surprise du jeu en fait, c'est comme tu l'as dit, ce début un peu walking sim en fait, on se balade, il y a pas de dialogue et tout, et moi ça m'a vraiment fait tiquer, ça m'a rappelé évidemment les cinématiques platformers 2D que j'aime beaucoup, et d'ailleurs Stray s'en cache pas, il y a une référence à Another World qui est super explicite, et moi j'ai adoré ce début, et vraiment je comprends aussi les choix du studio qu'on est un peu en train de critiquer, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Je pense qu'un public peut-être un peu plus occasionnel, enfin le grand public au global, ce serait peut-être pas satisfait de tout un jeu dans cette ambiance, sans dialogue, sans trop d'interaction. Et voilà, il y a cette seconde partie, avec l'arrivée par exemple du robot, comme tu l'as dit, qui est un peu plus jeu vidéo pour le coup, avec de l'infiltration, des séquences un peu plus d'action, qui moi m'ont un peu moins plu. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré la première moitié. Un petit peu plus balisé, un petit peu plus, comme tu dis, jeu vidéo. Plus classique avec en des fait. énigmes. Mais je pense que c'est tout bêtement pour répondre à un public de jeux vidéo plus large en fait. Ouais. C'est vrai que moi ça m'a peut-être un peu frustré, mais bon, rien de grave non plus. Hein, mais je pense que même s'ils avaient voulu, ça aurait été peut-être un move un peu trop audacieux de persister dans cette démarche-là, quoi. Et le succès de Stray est peut-être dû aussi à cette seconde partie plus jeu vidéo qui a convaincu, avec pour autant une note d'intention au début très artistique, très forte, mais moi sans spoiler, je vais quand même vous dire que cette promesse du jeu muet, elle va revenir plus tard dans une seconde partie du jeu, et je trouve que la promesse elle reviendra plus forte encore que pendant le prologue, parce qu'en fait, quand Stray va nous imposer à nouveau une communication sans parole, à ce moment de l'aventure, le lien entre les personnages et le lien que nous on a avec les protagonistes, il est plus fort parce qu'on les connaît, il y a plus d'empathie. Donc finalement, il y a une petite déception quand le jeu muet s'en va, mais il revient après. Donc finalement, en fait, ils ont bordé leur proposition artistique au début et à la fin avec un cœur plus classique. Ouais. Après, on parle de variation d'intérêt qu'on a eu pour un jeu qu'on a quand même très apprécié au global. Donc là-dessus, on est comme on dit, on est vraiment sur la critique un peu qui pinaille, quoi. Je pense que tu as raison, il faut vraiment souligner le fait que moi perso j'ai adoré, je crois que toi aussi, un jeu qui est aussi intéressant parce qu'il avait quand même une forme de modernité où il y a pas de violence, il y a pas vraiment de mort dans le jeu, ça c'est quand même c'est quand même intéressant. Ouais, moi ça va carrément dans le sens des jeux que je favorise un petit peu aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que la durée de vie aussi réduite, autour de 5 heures de jeu. Tu peux en parler.
un jeu où on t'oblige pas justement à perdre et recommencer plein de fois une situation, où tu profites d'une ambiance avant tout. Moi, c'est ce que j'aime bien aujourd'hui. Après, je peux comprendre, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais Encore une fois, le succès est peut-être dû à cette durée de vie, à cette expérience très intense, très ramassée, où en fait, en 5-6 heures, vous allez avoir tout. Vous pouvez pousser un petit peu, il y a des quêtes annexes, et tu peux aller un petit peu plus loin. c'est marrant parce que cette structure, moi, elle me fait un peu penser à FF7 Remake, en fait, avec ce côté des phases très très dirigistes, avec beaucoup des décors très très construits, très bien pensés, avec de la narration environnementale de qualité. Un moment où le jeu va s'ouvrir un petit peu dans une sorte de mini-hub où tu vas pouvoir discuter avec les gens, faire des quêtes annexes, et puis repartir sur du dirigiste avant de s'ouvrir encore un petit peu. Alors je sais pas si c'est voulu, parce que je pense que le timing est peut-être pas bon pour s'être inspiré de FF7 Remake, mais j'ai vu une sorte de connivence là-dessus, quoi. Oui, mais tu l'as évoqué au niveau de la direction artistique, au niveau des taudis, mais ça va favoriser aussi un rythme qui est du coup très bien cadencé et qui est très bien maîtrisé. C'est le point fort du jeu, c'est que t'as jamais envie d'arrêter parce que ça se renouvelle à chaque fois, les situations et tout, donc t'arrives au bout de l'aventure finalement presque sans t'en rendre compte, quoi. Ouais, et encore une chose qui a pu expliquer ce très beau succès de Stray, c'est que le jeu il est drôle. En fait, certes il y a des chats, certes ça fait des buzz parce que miaou, mais il est drôle. Il y a vraiment le coup du sac en papier, la combinaison, le mimétisme, enfin en tout cas le développement qu'ils ont fait autour du chat qui est très très réaliste, quoi. Enfin, ça marche, quoi. Ouais, et puis les robots ils sont rigolos avec leurs petites animations sur l'écran. Génial. Aussi. Vraiment, l'univers est vraiment chouette. Enfin, en tout cas, pour le premier jeu d'un studio, je trouve chapeau, quoi. Des Montpelliérains, le Sud. Est-ce que t'as d'autres points à évoquer sur Stray, hormis le fait que dire qu'on a adoré? Ouais, c'était vraiment très cool et pour moi, j'ai l'impression que je l'ai fait il y a 6 mois tellement que les choses passent vite. C'est un peu dur d'en parler, j'avoue, parce qu'on l'a fait il y a longtemps. Alors que ça fait quoi, 1 mois et demi, quoi, qu'il est sorti. Ouais, c'est le temps va vite. C'est à toi, Nico. Alors là, c'était un gros morceau, un jeu qu'on a fait tous les deux. Là, c'est un titre que tu as fait toi, que tu as pu terminer. C'est As Dusk Fall. Je le dis tout le temps très doucement. C'est beau, mais c'est dur à prononcer. Qu'est-ce que c'est? As Dusk Fall, voilà, je l'ai dit une fois, comme ça je suis peinard, même si je l'ai très mal dit. En gros, c'est un sorte de jeu Quantic Dream, un petit peu, donc dans le déroulé, un jeu narratif avec, on va te proposer des choix de réponses dans un temps limité pour décider un peu de l'orientation que tu veux donner à l'histoire. Tu auras aussi des QTE qui vont venir un peu rythmer les choses. Alors QTE sur le quick, quand même, le quick time event, le côté quick, je relativise un petit peu parce que c'est jamais vraiment des questions de timing très très serrées qu'on te met en place, mais qui a quand même un petit peu moins d'ambition et de budget qu'un Quantic Dream. Je pense pas leur faire offense en disant ça, je pense qu'ils avaient évidemment moins de moyens, parce que par exemple, tu vois, t'as pas d'inventaire ou d'énigmes et tu vas jamais te déplacer ton personnage. T'arrives face à des écrans qui sont plus ou moins fixes d'un environnement. Souvent, on va te demander de chercher des trucs, donc tu te balades avec ton curseur, et ça consiste surtout en fait à suivre le scénario et à faire des choix de dialogue. Donc là-dessus, on reste quand même sur le côté interactif qui est un petit peu limité. Moi, ça me dérange pas, mais il vaut mieux le savoir. Et même l'analogie qu'on peut faire sur le point and click dans ces très petites séquences où en fait tu as un écran figé, ton curseur va essayer de dire tu vas là, ça reste très limité. Oui, parce que t'as pas de réflexion à avoir, comme je l'ai dit, il y a pas d'énigme, il y a pas d'objet à récupérer ou à combiner, ça reste quand même. Et puis même très light. Sur ces écrans-là, tu squattes pas spécialement, hein, tu vas rester 1-2 minutes. Oui, et après, entendons-nous bien, c'est une volonté affirmée du studio, là-dessus il y a pas de débat. Comme dans un Quantique, à la fin t'auras l'arborescence un peu que tu peux consulter justement pour suivre un peu les choix que t'as fait, les embranchements que t'as un petit peu loupés, et de voir aussi les choix de la communauté qui ont été faits pour que tu puisses comparer au tien. C'est une bonne idée de Detroit, donc. Et qui est reprise aujourd'hui, je pense qu'il fera. Qui fait école. Qui fera école, exactement. Là aussi, d'un point de vue graphique, on est sur une ambition plus limitée dans le sens où on a souvent à faire des écrans fixes. C'est un peu un côté comme un roman photo où t'as les personnages qui sont figés. C'est particulier. Alors moi, au début, j'appréciais pas tellement parce que ça donnait un côté un peu cheap. Les romans photos, ça c'est connu justement pour ça. Mais au final, je suis rentré dans l'histoire et on s'y fait. Je trouve, on passe outre. Et malgré tout, je trouve que les personnages arrivent à avoir des expressions qui sont assez marquante, et donc finalement je suis passé outre en fait. Tu l'as oublié en fait. Ouais, est-ce que t'as réussi toi à passer outre cette barrière, ou est-ce que ça a été un problème? Alors moi j'ai fait que le premier chapitre, et j'avoue qu'il y a certaines petites séquences où en fait c'est animé. Tu vois, je sais pas, par exemple une voiture, on va la voir filer, et à chaque fois que je voyais une vraie animation, je me disais c'est dommage que tout ne soit pas comme ça. Mais le temps passant, je crois et j'imagine bien que en fait on le zappe, quoi. Ouais. Après je le disais, le jeu est vraiment pas exigeant, c'est volontaire. Donc par exemple, dès qu'un QTE va se déclencher, une seconde avant, ta manette elle va vibrer pour te dire attention, tiens-toi prêt, ça va commencer. Les QTE c'est toujours avec le même bouton, donc soit c'est le bouton A, soit c'est le stick. T'as des directions aussi. T'as des directions aussi, mais ça reste très très light, je l'ai dit, niveau timing et tout, c'est quand même plutôt
plutôt large, donc et vraiment la volonté d'accessibilité a présidé, je pense, au choix de game design de tout le jeu, d'autant que le jeu propose une surcouche multi qui est plutôt rigolote. On peut jouer, je crois, jusqu'à 8, où chacun va se brancher, par exemple, avec ton téléphone portable, et chacun peut faire ses choix, voilà, donc tu auras des systèmes de majorité, ou même tu pourras mettre un veto sur une décision si t'es pas d'accord, et tout est fait pour impliquer justement un débat, une discussion entre les participants. Le nombre de veto est limité, et en fait, concernant les QTE, quand tu joues à plusieurs, moi j'ai fait le premier chapitre à 2, et la seconde personne, en fait, jouait sur son portable, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 2 manettes, donc t'as une application gratuite, tu te connectes très facilement, c'est vraiment, ça crée un salon, tout ça est très très simple, et en fait, quand un QTE est raté, le jeu aussi va inciter à l'embrouille, c'est-à-dire que tu vois qui s'est raté. ça affiche un peu, quoi. Ça affiche. Ah, c'est rigolo, ça. En tout cas, l'intérêt, ça reste évidemment le scénario et l'écriture des personnages. Là-dessus, je dois dire que je suis plutôt rentré dans l'aventure. Il y a quelques ficelles de scénar, je trouve, un petit peu grosses de temps en temps. Mais bon, là-dessus, c'est assez classique, hein, on le voit souvent, donc il n'y a pas trop de problème. Le jeu est découpé, en gros, en 2 grosses parties, donc c'est 6 épisodes d'1 heure, mais les 3 premiers et les 3 derniers forment une sorte d'ensemble. Okay. Et je dois dire que j'ai été un peu plus frustré par la seconde partie, que je trouve moins rythmée, et on perd un peu de vue les enjeux globaux. Je l'ai trouvé quand même un peu moins réussi, cette seconde partie-là, c'est un petit peu dommage. Et surtout, depuis le départ, on te construit une espèce de promesse, je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mais qui, à mon sens, se déballonne un petit peu et qui est pas tenu. Alors, je sais pas si c'est dû à mes choix, à moi, qui ont pas été du tout dans le sens dans lequel le dev l'imaginait. T'as mal joué. Et j'ai même, au contraire, j'ai eu tout, la belle fin et tout. Et j'ai même eu à la fin des dialogues qui venaient entrer en contradiction avec ce que j'avais fait moi. Alors ça, c'est vraiment le truc qui va te sortir de l'immersion. En gros, un perso va reprocher quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui ne s'est pas passé dans ma partie. Et là, tu dis, ok, je vois où vous voulez aller avec cette émotion-là, où la fin est censée être un peu cette acmé d'émotion, en fait, hein, où t'as la convergence de toutes les storylines depuis le début. Et moi, ça s'est un peu déballonné parce que justement, j'ai eu cette espèce de... Je me suis dit, mais non, mais l'émotion que vous voulez générer ne correspond pas à ce que j'ai vécu moi dans l'aventure, en fait. Donc ça, c'est un peu aussi la difficulté d'écrire ces scénarios à embranchement multiple. On sait que c'est une tannée, que c'est très très compliqué. Donc voilà, on va pas leur en vouloir. Donc j'ai trouvé quand même le jeu plutôt sympa au final. Juste, il y a un truc un peu débile à un moment, je trouve. Enfin, il y a un trigger warning qui te spoil ce qui va se passer dans le chapitre. Aïe. Alors, je comprends la volonté de prévenir les gens et tout, mais il y a par exemple Immortality dont on parlera la semaine prochaine. T'as une section en fait, en gros à lire précaution avant de jouer. Attention, ce jeu parle de situations violentes, machin et tout. Je trouve ça plutôt cool de le mettre là-dedans plutôt que de te le balancer en début de chapitre qui va te spoiler ce qui se passe une demi-heure après, quoi. Genre t'as un trigger warning sur attention si vous aimez pas les chutes à vélo. Donc voilà, un truc qui ment pas sur ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va tomber en vélo, quoi. Ok, moi est-ce que tu allais ou tu vas évoquer en fait cette histoire de choix, parce que tu as parlé tout à l'heure de Quantic Dream, il y a aussi une filiation, je trouve, avec les Telltale. Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est-à-dire que on va te proposer souvent et essentiellement le gameplay, c'est ça, c'est faire des choix, mais parfois dans l'aventure, on va te dire attention, le choix que vous allez faire prochainement, il est fondamental. Vous allez avoir vraiment un vrai choix dans l'arborescence des scénarios. C'est maintenant. Et moi, quand tu me dis ça, tu me sous-entends que tout ce que j'ai fait avant n'avait aucune importance. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommageable. Et il y a une espèce de paradoxe, c'est que les choix un peu classiques sont limités dans le temps, alors que les choix, justement, ces embranchements cruciaux, t'as tout le temps du monde pour réfléchir, ce qui, je trouve, est un peu antinomique, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça m'a vraiment choqué pendant le jeu où j'avais vraiment une inconséquence qui était sous-entendue à mes choix en me disant que tout ce que j'avais fait précédemment, ça servait à rien. Et là, le prochain jeu de Telltale, donc qui est co-développé avec un autre studio parce que ils sont morts mais pas morts, qui vont développer Borderlands, le Telltale très narré de Borderlands. Et en fait, dans le volume 2, ils vont enlever ça. Ils ont pris conscience de ça en disant, franchement, ça sert à rien, quoi. Je crois que le Borderlands est développé chez l'éditeur. Il y a plus de rapport avec Telltale. T'es sûr qu'il y a pas une moitié de l'équipe? Je crois pas. Ouais, tu vois, ça à vérifier. À vérifier. Tu vois, c'est bien quand tu balances des trucs qui sont pas écrits. Tu dis des trucs pas très très bien. Moi, j'ai fait une fois encore que le premier épisode, si je puis dire. Et du coup, je parle d'épisode parce que je trouve que ça m'évoque, et le jeu évoque vraiment une série télé. Carrément. Et de par son format, j'estime que le jeu doit être au moins aussi intéressant qu'une série télé dans son rythme, dans son cliffhanger, tout ça, qui me donne envie de continuer. Et ce premier épisode,
au niveau de la narration et des enjeux qui sont soulevés. Je trouve ça un petit peu faiblard. En tout cas, moi, ça m'a pas donné envie d'aller en avant. Et ce premier épisode, c'était un petit peu mou, quoi. C'est toujours la difficulté d'un pilote, hein, notamment dans les séries, où tu dois placer un contexte, placer des personnages. Et c'est marrant parce qu'on voit des débats justement sur, en ce moment, la série du Seigneur des Anneaux ou House of the Dragon qui disent on se fait chier, le rythme est lent et tout. Donc là, je pense que ça dépend aussi à quelle vitesse tu rentres dans l'univers, en fait, tout bêtement, quoi. En tout cas, voilà. Moi, j'ai pas poursuivi. J'avais envie et je l'ai pas fait. Au final, tu conseilles quand même dans ce top des jeux de l'été, pas mal. Si vous êtes justement fan de jeux narratifs à la Quantic, on est quand même largement en dessous de ce que peut faire Quantic Dream à mon sens. Ça reste quand même une aventure qui vaut le coup. Ouais. En tout cas, dans le prochain Tales of the Borderlands 2, il y a pas Telltale. En tout cas, là, il faut évoquer aussi que la boss de ce jeu est une ancienne de chez Quantic. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et c'est un studio, donc elle est française, c'est un studio qui est basé à Londres, donc elle a carrément repris l'héritage de ce qu'elle connaissait, il y a pas d'embrouille là-dessus, quoi. Donc voilà, As Dusk Falls, c'était un petit jeu fait en bref dans ce Red Alert. Un autre en bref, c'est maintenant, et c'est moi qui m'en occupe, c'est un jeu qui s'appelle Rollerdrome, un jeu de Roll7, studio bien connu pour ses Oli Oli, jeux de skate Oli Oli 1, Oli Oli 2 et Oli Oli World. Et cette fois, en fait, on est sur un jeu qui est solo et un jeu d'arcade, un jeu de scoring dans lequel on joue en fait une nana qui est en roller et qui va faire des combats en arène avec des guns et des ralentis. Donc voilà, en gros, ce que c'est. Et je pense que je suis pas très loin de ce que l'ensemble du jeu vous propose. Alors au début, je vais pas vous mentir, on galère un petit peu parce que la caméra en fait qui te sert à viser ne te sert pas forcément à te diriger. Parce que quand tu fais en gros une espèce de zoom, un ralenti pour justement bien viser, ben tu vas viser et la direction où tu vas n'est plus la direction de ton stick. Et c'est vraiment un petit coup à prendre. Et une fois que t'as pris le coup à prendre, là vraiment t'as un déclic. Et là vraiment ça devient génial, tu comprends que la nécessité de flow en fait elle est pas uniquement là pour le fun, où d'habitude le flow c'est là pour vraiment t'accompagner, que tu t'éclates. Là c'est pas ça, le flow il est là pour la survie, et si du coup tu joues pas avec le flow, ben en fait t'y arrives pas. Jouer avec le flow c'est pas mieux, c'est obligatoire. En fait faire des tricks, donc tu fais des petites figures et tout sur tes pipes, ben ça te sert à te redonner des munitions. Il n'y a pas de moyen d'avoir des munitions hormis de faire des figures quand tu es dans cette arène là. Il y a une logique ou pas du tout? Ah non, aucune. Je vais pas penser à ça, il y a pas de logique. Pourtant le jeu va chercher de la logique, on va y venir. Dans Rollerdrome, ce qui est important c'est jongler entre l'appréhension du décor, la réalisation des figures et l'élimination des ennemis. Il va falloir faire jongler entre tout ça. Et en fait, éliminer les ennemis, normalement, c'est à ce moment que tu récupères de la vie. Mais au final, tu t'en soucies plus du tout, car le but c'est de pas te faire toucher du début à la fin de ta run. Alors, je parle de run, mais c'est pas un roguelite. Et en force, du coup, tu vas buter tellement de personnages, d'ennemis, que tu vas avoir de la vie en continu. Et tu t'en soucies plus du tout. Rapidement, ce qui t'importe à toi, c'est de faire un bon score et en fait de conserver ton combo qui vaut absolument garder. Et donc t'as même des objets, tu vois, t'as des objets qui vont te permettre de conserver ton combo alors que t'as pas tué d'ennemis. Et ça, du coup, tu te dis il y a encore un nouvel élément avec lequel je vais devoir jongler. Et il y a un dernier élément encore, c'est la vitesse. C'est-à-dire que plus tu vas jouer, plus tu vas aller loin dans le jeu, plus en fait tu vas remarquer qu'aller vite, c'est nécessaire pour faire des très 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 bons scores. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de cercle vertueux, tu vois, la Doom 2016, là, où tuer les ennemis au corps à corps te donne la vie, qui te permet d'affronter les ennemis de loin, enfin, tu sais, où chaque action, en fait, te permet d'avoir du bénéfice pour une autre action, et ça fait un espèce de cercle ludique. C'est ça. En fait, tu rebondis, t'as l'impression de rebondir entre tes tricks, tuer les ennemis, et c'est pour ça que je parlais de flow tout à l'heure, flow qui va accompagner, en fait, le plaisir de jeu, mais là, c'est une fois que le flow s'arrête, c'est pas que tu t'amuses plus, c'est que tu meurs. Et en fait, ce flow, en fait, il est vraiment nécessaire, et ce qui est génial au global, c'est que c'est grisant de se voir à l'écran faire des trucs de ma boule, et tu dis putain c'est moi qui fais ça, c'est vraiment un truc incroyable. Ça c'est quelque chose qui a pu, je pense, un petit peu attirer sur les premiers trailers, et ce qui a pu aussi attirer dans les premiers trailers, c'est ce style graphique qui nous a évoqué. Alors moi j'ai pété un câble quand j'ai vu l'annonce du jeu parce que j'ai cru à une suite de Sable, mais c'est pas du tout le cas. Ça fait très Sable. Ouais, carrément. Ils ont repris vraiment l'ADA au pixel près, quoi. Alors pour un petit peu les défendre, j'ai l'impression que si tu prends Oli Oli World et que qui est un jeu en 2,5D, et là que tu le bascules dans un jeu en 3D dans lequel tu peux naviguer, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin. Et je pense plus que c'est en fait ils ont pivoté sur Oli Oli World qu'une vraie repompe de Sable. Ouais, mais Oli Oli World, il est sorti il y a genre 6 mois, non?
Bah, Sable, c'était il y a un an. Je sais pas si. Ouais, mais Sable, il tourne depuis 5-6 ans au moins dans toutes les conventions. Ils sont donc indéfendables. Après, ça reste beau, hein, donc Oui. c'est pas idiot de reprendre une DA qui est trop belle. Hein. C'est vraiment magnifique. Il n'y a aucun rapport entre, je crois, peut-être que j'ai pas compris, entre récupérer des armes et faire des tricks. En tout cas, il y a une histoire qui est sympa et ça, c'est assez cool parce que ça donne une logique au tout. On est dans un jeu très arcade, très scoring et pour autant, entre chaque chaque séquence de tournoi, c'est un grand tournoi, et entre chaque grande phase, tu vas avoir une séquence en vue subjective, donc changement de point de vue, qui va en fait, tu es par exemple dans ton vestiaire, après ça, voilà, il y en a que 3-4, donc je vais pas trop vous les dire, mais t'as une sorte de scénario qui va la Returnal, quoi. Et là, Returnal, j'ai pété un câble, parce que moi, c'est une fin en soi de trouver, alors je l'ai trouvé, ça s'appelle Returnal, un jeu qui va développer un gameplay incroyable, mais qui va développer aussi une narration originale, qui va développer un scénario. Alors, Calmito et Pelpito, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment très très léger. Ça évoque un monde un petit peu futuriste avec des entreprises qui sont pas gentilles et qui vendent des armes et qui font un tournoi pour s'en sortir. En tout cas, c'est pas très important. La direction artistique, graphiquement, on l'a vu, mais très années 80 aussi. Donc, c'est un jeu qui est censé être un petit peu dans le futur, mais qui rien que le nom, hein, il fait très années 80, quoi. Bah, de ouf. L'OST, donc c'est Electric Seven. Incroyable OST qui est aussi disponible partout, franchement allez-y, mais il y a un petit souci dans ce Rollerdrome, c'est en fait le manque de contenu, et ça je le dis jamais parce que vraiment un jeu qui est petit, qui est ramassé mais qui se tient, ça me dérange pas, mais là en fait c'est qu'il y a assez peu d'environnements, il y a 4 environnements avec des variantes qui vont constituer au final 11 niveaux, il y a un seul boss qui revient 2 fois, qui se tue de la même façon, donc c'est un petit peu aussi, c'est là où tu fais c'est quand même dommage. Et même les phases de lore, je vous ai évoqué, il y en a très peu, mais elles se répètent. C'est-à-dire que ce que tu fais un petit peu, tu fais mais ça je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait. Donc ça peut être un petit peu déceptif, c'est très dommage, mais bon, si le but du jeu à vous c'est de faire le titre d'un trait, vous allez trouver ça court, ça franchement. Mais attention, le jeu est un jeu d'arcade, il ment pas non plus sur ce qu'il est. Donc un jeu d'arcade, il faut le faire, il faut le refaire, il faut pousser. Et moi, j'ai vraiment kiffé, vraiment le poncer le titre, et le jeu t'accompagne, c'est-à-dire que chaque séquence, chaque arène va s'accompagner d'une liste de 10 défis qui n'ont rien à voir avec la nécessité de passer. Faut pas tous les compléter pour passer au niveau suivant. Il y a absolument aucun problème. Vous pouvez tracer tout droit. Il y a 2-3 trucs, il y a un minimum requis de défis à faire au global. Moi, j'ai adoré vraiment jouer le complétiste, avoir le rang S partout. Après, j'ai pas poussé, il y a un leaderboard en ligne, ça je m'en fous complet. Mais au final, voilà, moi c'est l'un des coups de cœur, c'est-à-dire que vraiment, il a tout coché. Vous pouvez, si vous avez le PlayStation Plus, essentiel, vous pouvez le tester 1 heure. Donc je pense qu'en 1 heure, clairement, vous allez avoir une idée si ce jeu il est pour vous ou pas pour vous. Si vous avez le PlayStation Plus et qu'il vous plaît, il est pas gratuit, mais il y a une petite promo. Donc il y a une petite promo si vous l'avez. Et en fait, à la fin, quand tu termines le jeu, vraiment dans le générique de fin, c'est évoqué très précisément. Ce jeu a été fait par 44 personnes. C'est étrange, je trouve. Et parce que il me semble que c'est quand même pas mal, 44 personnes pour un petit jeu. Je crois, et j'ai cru comprendre que le temps de développement était assez court, donc moi j'ai vraiment très hâte, et là j'aimerais beaucoup du contenu, un DLC, ou en tout cas le nouveau jeu du studio, parce que vraiment moi je l'étais dans le collimateur, et ce qu'ils ont fait là, sur les jeux de skate j'adorais, mais là vraiment ce qu'ils ont fait dans leur délire arcade, moi j'adore. Ouais, puis de ce que tu en dis, c'est un jeu qui a parfaitement le profil du jeu service avec du contenu qui se rajoute, ou même du multijoueur qui viendrait agrémenter un peu le gameplay. Et c'est vrai que ça en a l'impression d'avoir presque le proto un peu, ou vraiment l'introduction du jeu, et qui t'aurait après ouvert la voie à tout le reste, quoi. Ouais. En tout cas, s'il y a du multi, ça sera sans moi. Moi, je veux un nouveau tournoi, un nouveau truc, quelque chose de plus. Parce que toujours pareil, cette ambition de faire du jeu arcade solo et narratif, il y en a peu. Il y en a un qui s'appelle, non, je le dis pas. On s'arrête. On a fait 2 en bref. On a fait un gros morceau. C'est l'interlude. Oh là là, top 3. Ça fait 2 mois que j'attends ça, moi. Exactement. Top 3 cette semaine, qui va s'appeler le top 3 des Outsiders. Alors, c'est long à expliquer, c'est compliqué à expliquer. Qu'est-ce que c'est ? On part du principe que c'est un jeu d'une série établie que vous appréciez, oui. Mais ce jeu-là n'est pas celui qui est naturellement imaginé comme le préféré des gens. Exemple facile, vous êtes fan de Resident Evil 5. Voilà. C'est Resident Evil, une saga établie. Personne ne dit que Resident Evil 5 est le meilleur, loin s'en faut, mais pour vous, RE5 c'est le meilleur. Alors, aucun jugement là-dessus. Je regarde Ken, je crois. Il y a Bruno aussi qui avait écrit un bouquin avec nous, Resident Evil, et adore RE5. Ouais, et encore, j'aurais pu tirer RE6, ça aurait été encore plus grave. Encore plus trouble-fête. On y va, c'est le top 3 des Outsiders, je te laisse commencer avec ton top 3.
Alors, je vais commencer par Splinter Cell Double Agent. Splinter Cell, donc une série que je kiffe grave. On avait eu cette espèce de trilogie dès le départ de 3 jeux qui se ressemblaient énormément. C'était plus des sortes d'extensions avec des nouvelles missions. Et le 4 avait marqué une rupture. Alors déjà, j'avais joué sur 3.6, c'était le début de la next-gen de l'époque, et le jeu était magnifique. Et t'avais cette variété déjà dans les environnements, dans les situations, et le personnage de Sam qui commençait aussi à être un peu plus creusé, et avec aussi des séquences notamment où t'étais infiltré donc chez les méchants, et t'avais des séquences où tu te baladais un peu dans le QG des méchants, et tu devais accomplir des tâches qui étaient souvent, c'était pas de l'action, c'était non létal, hein, fallait ouvrir un coffre, trouver des documents et tout, et qu'il fallait le faire dans un temps limité, et sans te faire choper en fait. Presque un côté Hitman quelque part, alors beaucoup moins technique on va dire, mais ça rajoutait je trouve des séquences de gameplay super cool. Et alors Splinter Cell j'aime tous les épisodes hein, et donc mais celui-là je trouve qu'il a un petit truc en plus qui me plaît bien et je l'entends rarement plébisciter là-dessus quoi. Il est trop bien. Alors il s'était démarqué aussi avec son côté vraiment très action, détourné un petit peu du côté espionnage précis des premiers. Il avait ce côté entre Mission Impossible et Jason Bourne où vraiment les trailers de lancement de ce jeu-là, on le voyait éclater le mec contre un évier et tout, ça faisait très... Il y avait aussi toute cette direction artistique où tu voyais certains éléments du HUD directement projetés sur les murs, le nom des missions et tout. Alors ça c'était sur les suivants en fait, sur... C'est pas celui-là ? Non. Attends, je me gourre de jeu là ? Ouais, c'est pas... Toi, tu parles des derniers. Alors, je sais plus, il y a Blacklist et celui d'avant, en fait, où ils avaient un peu renouvelé la formule. Moi, je te parle vraiment de l'épisode intermédiaire entre la trilogie espionnage et les deux Jason Bourne un peu. Attends, en fait, mais je vois même pas lequel c'est pour ça. Je on avait parlé dans Console Syndrome, le magazine à l'époque. Je te rappelle, on avait eu des assets et tout, quoi. C'est vrai. Ah oui, mais je sais plus comment il s'appelle, le très musclé, justement. Ouais, alors c'est pas Blacklist, c'est... Blacklist, c'était le dernier de ce duo très musclé. Je ne sais plus. C'est vrai. Mais t'as trop bien dans ce top. Parce qu'il est oublié. Mais oui, grave. Il est carrément oublié. Moi, sur mon top 3, je vais tricher direct parce que j'ai fait des petites sections, donc je vais aller assez vite. C'est Castlevania Circle of the Moon, donc jeu de lancement de la Game Boy Advance, donc suite héritage de Symphony of the Night. Et vraiment, celui-là, moi, je l'adore. Alors, il est pas du tout nommé, cité comme le meilleur, en tout cas même de cette trilogie GBS, souvent Aria of Sorrow, le troisième en fait, et Harmony of Dissonance, le second, qui sont souvent cités. Circle of the Moon, c'est le premier qui a mis un petit peu le pied à l'étrier de cette suite. Mais moi je l'adore parce que du coup t'as un petit délire de cartes, je sais pas si vous en souvenez, où en fait du coup t'as 10 cartes d'attributs, 10 cartes de pouvoir en fait, et il y en a un qui sont liés à des chimères, l'autre à des dieux romains, et du coup tu vas faire un fouet de feu, tu vas pouvoir modifier tes stats avec un élément, et ça c'était vraiment, je trouve, très très sympa. Moi j'ai un très très bon souvenir de Circle of the Moon, et du coup ma tricherie quand je parle de GBA, c'est que je vais ajouter F0, le F0 GBA aussi, et en fait les deux meilleurs, enfin le second qui s'appelait GP Legend sur GBA, et je crois en fait on va dire pas objectivement mais reconnu comme meilleur parce qu'il y avait un mode histoire, il était beaucoup plus riche, beaucoup plus long, et je sais pas pourquoi je préfère le premier, je trouve plus alors il y a beaucoup de nostalgie je pense aussi dans ce top là d'Outsiders. Après pour moi le premier GBA c'est vraiment l'héritier direct de la version Super Nintendo qui reste ma préférée, où t'avais vraiment le gameplay pur F0, où t'avais pas encore toute la surcouche qu'on a eu avec les autres épisodes. Donc moi aussi c'est un épisode que j'adore quoi. Allez, go sur ton top 2. Alors là je gruge parce que j'en ai deux aussi. C'est pas franchement tricher, c'est abusé. Le premier c'est Max Payne 3. Okay. Parce que la série Max Payne, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à se rappeler des deux premiers Remedy pour l'ambiance noire, le côté très littéraire, et qui a raison, hein, qui sont très très réussis, et c'est eux qui avaient instauré justement ce gameplay bullet time super efficace. De Rollerdrome, plutôt. Et le 3 donc qui est développé par Rockstar, qui je trouve essayer des choses en sortant un peu de cette ambiance noire new-yorkaise et tout, avec ce côté, alors je crois que c'est inspiré de Man on Fire, le film, il me semble, du frère Scott. Du frère Scott. Voilà, où t'es au Brésil, dans les favelas, avec Max en chemise à fleurs, le crâne rasé. Et je trouve ce jeu, mais ultra efficace en termes de gameplay, il était super beau, et même l'ambiance et l'histoire. Très noir aussi, cool. Mais pas le même registre. Pas de la même manière, mais c'est vrai que les puristes de Max Payne, j'ai l'impression qu'ils sont plus sur les deux premiers épisodes. Moi, c'est celui-là que je retiendrai. Ok. Et mon second, alors là, je prends une série où il y a 3 jeux, et les 3, je pense, sont célébrés, donc je sais même pas s'il y en a un qui se détache de manière unanime, mais c'est les jeux de Fumito Ueda. Okay. Et pour moi, Ico restera mon préféré, même s'il est plus simple et peut-être moins ambitieux que Shadow of the Colossus ou Last Guardian. Il a ce côté plus ramassé, plus complet, presque, tu vois, tellement elle est pure que tu peux rien enlever, mais il y a quand même ce côté, je trouve,
plateforme aventure qui est un peu moins abstrait que les suites. Est-ce vraiment un Outsiders? Je pense pas. Aïe, aïe, aïe. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui valorisent Shadow of the Colossus que Ico en général. Je sais pas, dites-nous. Notamment ici, chez Sœur d'édition. C'est vrai qu'on est beaucoup de team Shadow of the Colossus chez Third. Pour mon top 2, je vais tricher aussi avec une petite catégorie baston. En tout cas, voilà, moi, le jeu que j'adore, en tout cas dans la série des Alpha, Street Fighter Alpha, ben, c'est pas le 3, c'est le 2. Moi, je suis amoureux de ce jeu parce que pareil, dans le 3, je trouve qu'ils sont allés trop loin, trop de persos, plus de systèmes. Et j'ai surtout en mémoire que Street Fighter Alpha 2, moi, j'y jouais sur Super NES et en fait, une cartouche qui faisait ramer la console. C'est incroyable. C'est pas lui qui avait des temps de chargement sur console aussi à l'époque où c'était incroyable. Ouais, c'était un truc de ma boule. J'adore Street Fighter Alpha 2, voilà. Alors que Street Fighter Alpha 3, je pense, est plus reconnu, comme en tout cas meilleur, et toujours dans cette catégorie de jeux de baston, c'est Capcom versus SNK1 et pas Capcom versus SNK2, qui a plus de persos, plus de tout. Je sais pas, moi le premier Capcom versus SNK sur Dreamcast. C'était tellement la claque en fait, quoi. Ouais. Le choc de deux géants qu'on pensait jamais pouvoir se réunir, et c'est vrai que le 2 rajoutait beaucoup plus de systèmes de jeu, beaucoup plus de persos, et qu'il est, je pense, objectivement meilleur. Ouais. Mais pareil, moi j'ai cette nostalgie du premier épisode. Et quel est ton numéro 1, l'outsider ultime? Pour moi, c'est Batman Arkham Asylum, donc la trilogie Batman Arkham de Rocksteady. Et alors le 2, c'est vrai il a été reconnu comme un grand jeu parce que monde ouvert, donc on progressait entre guillemets dans la grammaire du jeu vidéo, des quêtes annexes plus travaillées, voilà, plus vastes, plus beaux, plus forts. Mais le premier, je trouve qu'il garde cette ambiance. Alors tout le monde dit que c'est un excellent jeu, je suis pas en train de dire que je fais une révélation, mais le fait d'avoir cette unité de lieu dans l'asile et d'avoir quelque chose d'une aventure plus dense, peut-être plus linéaire aussi, pour moi, c'est des points bonus en fait, quoi. Ouais. Donc ils font que je le préfère au second, même si j'adore le second, quoi. Il aurait été dans mon top et peut-être même à la première position comme toi, mais je savais que tu allais le mettre, donc on va pas faire de doublons. Et moi, mon top 1, là pour le coup, je crois que tu vas pas me rejoindre, c'est Assassin's Creed, premier du nom. Alors lui, je sais pas si on est beaucoup à l'apprécier ou en tout cas à le mettre au panthéon des Assassin's Creed. J'aurais pu citer Black Flag que j'adore, mais ce AC1, moi je l'aime parce que il est ce côté un petit peu plus brut de décrochage, un peu plus pur, c'est dur à dire, mais c'est un squelette, ce AC1 qui a servi après de tremplin à tous les autres, et notamment AC2, en fait, qui a multiplié la formule de tout ce qui était le AC1. Je sais pas, moi j'en ai une très très belle nostalgie, et ce côté plus enquête, parce que c'est vrai qu'il faut savoir, ce Assassin's Creed 1, si vous déverrouillez pas mal d'aides, se retrouve à être un jeu vraiment où tu vas te poser sur un banc, écouter par toi-même, naviguer dans ces villes, ce faux monde ouvert, ces grandes cités, où tu vas rester longtemps dans chaque citadelle, et tu vas pas, en fait, exploiter parce que le jeu ne te va pas t'offrir un terrain de jeu immense, mais justement plus d'immersion, et c'est ce que il semblerait Mirage, le nouveau, va aller vers cette direction-là. Ouais, c'est vrai qu'il garde une singularité le premier épisode malgré tout, et après toutes ces années, je trouve qu'il est toujours un peu à part, avec ce côté, comme tu l'as dit, vraiment épuré, un peu la formule de base en fait, et qui a été amélioré, peut-être même détourné, on va dire, avec le temps finalement, vidé de sa substance, quoi. Et bon, après, pour moi, ces deux restent la claque de la série et un super grand jeu, donc. Mais ouais, pareil, j'ai cette affection. Puis c'est aussi une licence qu'on voit naître sous nos yeux avec ses originalités. Et puis il était beau de ouf à l'époque. Tellement. Et puis ces ambiances un peu arabisantes. C'est vrai que Mirage va y revenir avec ce DLC. Ouais. Un cadre peu commun, quoi. Ouais, peu commun. Et franchement, moi, je kiffe. En tout cas, voilà, nous, on souhaite un remake du premier. Ouais, espérons. On sait pas. En tout cas, nous, on gueule dessus depuis un moment, donc à force d'y croire, parfois, ça arrive. C'est Pinocchio, c'est croire en ta belle étoile. Voilà, continuez d'y croire. Voilà pour cette interlude top 3 des Outsiders. N'hésitez pas à nous balancer, vous, quel est le jeu que vous préférez d'une saga, et tout le monde dit que c'est pas le meilleur. N'hésitez pas. Tu l'as mieux expliqué que moi. On continue avec un autre gros morceau. Après Stray, un jeu qu'on a fait tous les deux, un autre jeu qu'on a fait tous les deux pendant l'été, c'est Live Alive. Live Alive, un JRPG de 1994 dans lequel on joue plusieurs héros, dans lequel on vit plusieurs aventures et dans lequel on est dans plusieurs temporalités différentes. C'est un JRPG choral, un petit peu comme Octopath Traveler ou le début de Wild Arms. Vraiment, vous voyez le début, vous avez chacun les 3 personnages qui vont se rejoindre par la suite. Dragon Quest 4 aussi, je crois, qui fonctionne comme ça. Ça, c'est assez fréquent que ça fonctionne. Qui a fait ce Live, on s'en fiche, mais c'est Tokashi Tokita qui c'est ce mec, c'est l'un des co-directeurs de Chrono Trigger, quand même, c'est pas n'importe qui. Alors Chrono Trigger, notamment avec Kitase, qui t'a avec lui à la co-direction. Chrono Trigger qui est sorti en 95, l'année d'après, donc Live est quelque part une espèce de bande essai de Chrono Trigger, ce qui est pas trop mal en tout cas pour vous annoncer le truc. C'est aussi le scénariste et le game director de Parasite Eve, premier du nom.
Bon, il a fait The Bouncer, mais on le dit pas. Mais il a dirigé peu de jeux. Chocobo Racing, le premier, c'est lui aussi. Mais voilà, ce qui est notable, c'est Chrono Trigger et Parasite F premier du nom. Donc monsieur, quand même, c'est pas rien. Live Alive, c'est un JRPG qui est expérimental, on va dire. C'est un jeu qui va bien plus loin dans l'innovation et la narration, surtout la narration, que n'importe quel JRPG actuel. C'est-à-dire de 2022, peut-être 2023 et des 10 années passées. Et ça s'explique en fait parce que dans les années 90, c'était le moment où le genre était à son apogée en popularité, mais aussi dans son offre, en fait, dans le nombre de jeux qui étaient disponibles sur le marché. Et d'ailleurs, cet âge d'or, c'est une réalité, mais c'est aussi un biais, c'est une mémoire sélective. À l'époque, il y avait énormément de JRPG, de par le nombre, mais on s'en souvient pas, ou on veut pas s'en souvenir. Donc l'âge d'or, c'est vrai sans être vrai, et ça marche pour tout. Le cinéma, c'était mieux avant. Voilà. Du coup, dans ces années 90, on va pas parler de saturation, mais presque. Et justement, c'est dans ces moments qu'il fallait pour les studios et les éditeurs vraiment se démarquer et donc tenter des choses qui sont complètement ouf. Aujourd'hui, et c'est l'occasion de parler un petit peu d'actu, la plupart des JRPG, ils convoquent les grandes heures du passé. Pour preuve, les créateurs de Wild Arms et Shadow Heart, ils reviennent avec des jeux fortement inspirés de Wild Arms et Shadow Heart. C'est aussi le cas de Suikoden avec le projet Eiyuden. Alors c'est trop cool, évidemment, je suis trop chaud, mais je me demande si c'est pas un petit peu triste, tu vois. Est-ce que ces grands créateurs, ils ont pas envie de faire autre chose, d'innover, de tenter? On dirait qu'ils sont contraints, tu vois, de jouer la carte de la nostalgie, pour réussir une levée de fonds. Nico, tu vois ça comment? Est-ce que c'est enthousiasmant la nostalgie? Mais peut-être un petit peu dommage aussi de refaire. Tu vois, le pseudo Wild Arms, il se passe aussi un petit peu dans le western. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas bon signe, je trouve, de voir des gens s'enthousiasmer autour des choses du passé, de vouloir recréer ce passé-là. Mais comme tu dis, peut-être que ces créateurs, ils aspirent à autre chose, mais je pense c'est que personne leur donne du pognon pour faire cette autre chose-là, et que la seule manière qu'ils ont de capitaliser, c'est sur leur aura passé, en fait. Donc on peut pas trop leur en vouloir. Pas du tout. Et ouais, je suis le premier motivé là pour justement Wild Arms et Shadow Heart. Est-ce que t'as baqué? J'ai pas baqué. C'est pas bien, mais bon, il a été baqué. C'est pas fini encore. C'est pas fini. Je le fais demain, tout de suite. Là, je me lève, j'y vais. Du coup, j'étais quand même plein d'espoir il y a peu pour ces initiatives, cette envie de créativité, l'espoir de retrouver un élan d'innovation avec des propositions d'auteurs sur des JRPG. Je pense à Voice of Cards de Taro Yoko, on l'a évoqué dans un Red Alert. Dungeon Encounters aussi de Ito, donc le réal de FF9, c'est pas n'importe qui. Et donc, c'est des jeux qui sont intéressants et j'espère que ça va continuer comme ça, d'avoir en fait une nouvelle vague de gens qui vont pas chercher dans le passé mais qui vont chercher en fait à innover, et c'est exactement ce qu'est Live Alive. On revient à Live Alive, c'est son originalité, chaque histoire est différente, chaque narration est innovante, et ça c'est complètement incroyable. Nico, est-ce qu'on a quelques exemples sans trop spoiler pour dire en quoi c'est ouf, tu vois, chaque narration. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y a des scénarios qui se passent lors de la préhistoire. Préhistoire, il ne parle pas. Donc c'est une narration muette. On parlait de Stray tout à l'heure. Ouais, chaque épisode apporte son petit twist, ça a une façon détournée de voir le concept général en fait. Chacun est étonnant. Le Japon, alors chaque héros vient d'une période de temps très précise, et c'est que des périodes sexy. C'est-à-dire que vous avez le Japon féodal, et cette période de Japon féodal, par exemple, vous avez une mission, c'est infiltrer un palais. Ce palais, vous pouvez le faire de façon espion, ne tuer personne ou défoncer tout le monde. Encore un concept. À chaque fois, c'est quand même ouf. Ouais, donc on garde la surprise pour les autres concepts, mais comme tu as dit, chaque période apporte son twist et son côté sexy. T'as le Far West, t'as le futur lointain, machin. Futur proche, c'est trop bien. Ouais, donc c'est la grande originalité du jeu, quoi. Même si ça prend quand même des bases qui se répètent, notamment sur le système de combat. C'est le seul truc. Bien qu'ils essayent de trouver des choses, et moi c'est peut-être le seul grief que j'ai, c'est que ce système de combat, je le trouve pas dingue. C'est une sorte d'échiquier où il y a l'ATB. Moi à l'époque, on s'en foutait, chez Square, l'ATB c'est pour tout le monde. Et voilà, à chaque fois que votre barre se augmente, vous avez une action qui est gratuite. Vous pouvez faire le pouvoir le plus puissant du personnage ou choisir de vous déplacer. C'est pas pour ça qu'on reste, on va dire, parce que ce système de combat, il a un petit côté un peu sympa, c'est qu'il est presque un peu puzzle game de temps en temps, c'est-à-dire que chaque action du perso affecte certaines cases du damier, mais pas toutes, et que parfois il faudra se frayer un chemin jusqu'à un ennemi pour pouvoir l'atteindre, et donc ce côté un peu réflexion pour l'atteindre, mais ça reste très limité, c'est clairement pas la force du jeu, il est ni exceptionnel ni décevant, il est juste efficace en fait, mais voilà, comme on dit, c'est pas pour ça qu'on vient, on vient pour cette déclinaison d'ambiance, d'univers et de personnages, et on vient pour cette modernité qui s'en dégage avec des scénarios qui sont en général très courts, c'est 2 heures en gros, et en 2 heures ils arrivent à te poser une ambiance et à te faire apprécier des persos
comme on dit, faudrait, enfin, il y a aujourd'hui des RPG qui auraient des leçons à prendre parce qu'au bout de 5 heures, t'as toujours pas commencé l'aventure. 5 heures, t'as mis. On va y en parler. 10 heures ou j'en sais rien. Là, en 2 heures, à chaque fois que j'arrivais à la fin de l'épisode, j'avais une petite nostalgie en disant, je quitte ces persos que j'avais appréciés. En si peu de temps, on arrive à s'attacher, à avoir de l'empathie, en fait, vraiment à comprendre les enjeux parfois dramatique, alors que voilà, l'exposition, c'est quasiment que de l'exposition. T'as un perso qui meurt que t'as côtoyé 15 minutes, exactement. T'es deg comme si c'était Aerys un peu. C'est incroyable. En fait, on l'a dit, chaque époque évoque un voyage, une ambiance graphique, une esthétique musicale, c'est très important. Alors c'est quand même Yoko Shimomura. La Live, c'était quand même pas n'importe quoi. Ouais, et la bande son est top. Il y a un petit feeling, moi j'ai retrouvé Secret of Evermore au-delà des voyages dans le temps, mais voilà, ces ambiances, des fois t'es dans des marchés, dans des villages, et en fait, ce dépaysement complet, là où justement t'es pas sur une aventure au long cours, c'est aussi peut-être le second petit grief, c'est que tu as pas cette montée en puissance où tu vas tuer personne, enfin tu es personne, et à la fin tu arrives à sauver le monde. Oui. Là, en fait, on est vraiment sur un récit qui est éclaté, c'est le format qui veut ça. Évidemment, les personnages, vous l'imaginez, vont se retrouver, et là on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus conséquent, qui va traverser les âges et les époques, donc on est sur du JRPG à la fin, tu vas tuer Dieu évidemment, mais il n'y a pas cette grande épopée. Oui, puis c'est aussi la force que justement les fans de JRPG comme toi apprécient le genre, c'est de pouvoir vivre une grande aventure au long cours et accompagner des persos pendant des heures et des heures. Mais c'est vrai que moi j'ai un avis un peu plus paradoxal là-dessus, parce que j'aime les RPG, tu vois, pour le côté le scénario, l'écriture des personnages, l'ambiance, vraiment la musique et tout. Mais j'aime pas le RPG pour les combats aléatoires, pour le leveling, pour, tu vois, passer des heures dans le menu, bidouiller, faire une aventure de 80 heures. Et donc du coup, pour moi, Live Alive, c'est presque le JRPG parfait, parce que il a été pensé pour ne pas avoir ce que j'appelle moi des contraintes du RPG, les mettre de côté, et pour juste valoriser ce qui me plaît moi dans le JRPG en fait. Ouais. Et au-delà de l'innovation de la narration et des systèmes, c'est qu'il a vraiment cette modernité. Enfin, je veux dire, il est beaucoup plus contemporain que tous les RPG d'aujourd'hui, et qui s'adapte au marché d'aujourd'hui, aux joueurs d'aujourd'hui. Je te désigne comme un joueur très moderne, tu vois, qui a envie de passer d'une expérience à une autre, comme tu disais, qui a pas envie forcément de poncer un truc pendant 200 heures. Mais là, c'est juste parfait, quoi. Il se place un peu dans l'héritage de Mother, qui a engendré derrière Undertale, de ces RPG très moderne et presque méta dans leur approche. Et si tu m'avais dit que Live Alive était sorti cette année, je t'aurais cru, tu vois. Ouais, carrément. On a parlé d'un jeu de 94, graphiquement, c'est ça, le HD 2D, la nouvelle techno. Ouais, c'est un remake, il est trop beau. Il est magnifique. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec The Last of Us. Est-ce que c'est un jeu de l'année ou pas? Mais en tout cas, si c'était pas un remake, c'était un jeu qui était sorti, comme tu dis, en 2023. Ouais, évidemment, il y a Elden Ring, mais il y a vraiment, c'est un jeu, moi, coup de cœur que j'ai adoré, qui se fait quasi à 100% en une vingtaine d'heures. Donc voilà. C'est là aussi un bon point. Mais ça aussi, il faut se méfier de ce qu'on pense, en tout cas de ce qu'on retient des JRPG. On en a longuement parlé. Les JRPG, c'est pas que 120 heures et 150 heures. Les grands RPG de cette époque, de l'âge d'or, c'était 30 heures, c'était 25 heures. Ouais, Chrono Trigger, FF7. Ce genre de trucs, évidemment, on a cité des grands noms. Mais voilà, il n'y a pas au-delà de 50-60 heures. Alors évidemment, Dragon Quest, 7, je sais. Mais tous ne font pas 140 heures. Et aujourd'hui, il y a comme une espèce de norme, en fait, où quand tu convoques cet âge d'or, t'es sur du Persona 5, Xeno 3, c'est 100 heures de base. Il faut que ce soit long, quitte à perdre en rythme et en efficacité, quoi. Ouais, je vais avoir un petit en bref tout à l'heure sur Xeno 3, je pense que ce sera l'occasion d'en parler. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Live Alive, hormis que ça a été un coup de cœur pour toi aussi? Ouais, mais j'avais clairement a priori ce jeu, je me branchais pas, j'avais pas spécialement envie de le faire. C'est toi qui m'as convaincu en fait, en voyant que t'avais kiffé et tout. Là où je voulais faire justement Triangle Strategy, j'ai finalement opté pour Live Alive. Et c'est marrant parce que les RPG de cette époque, soit c'est les grands RPG qui nous sont parvenus, qu'on a fait, qui restent mythiques, Secret of Mana ou quoi par exemple, soit t'avais les grands jeux de la légende qui sont jamais arrivés chez nous et qu'on a tous envié et qui ont eu cette aura et tout. Live Alive, c'était vraiment le jeu intermédiaire en fait, qui n'est pas arrivé chez nous et que tout le monde a un peu oublié. Ouais. Et c'est presque un peu le meilleur JRPG que personne n'a fait, tu vois, cette expression un peu passe-partout, mais qui fonctionne bien pour le coup ici, quoi. C'est si vous aimez les JRPG, historiquement, faites-le. Si vous n'aimez pas les JRPG, franchement, faites-le, tentez-le. On voit Square Enix qui pousse beaucoup sur ce patrimoine, mais merci Nintendo, là, qui a financé. Pour le coup, c'est eux, qui seraient allés voir Square Enix en disant, on voudrait bien du Live Alive remake, on sort le chéquier. Étonnant. Autant je comprends pas, moi, les pontes de Square Enix sur leur choix d'IP et de retour des grandes licences de JRPG. Autant là, je comprends pas non plus. Nintendo, pourquoi Live Alive? Mais en tout cas,
cas, des génies. Merci. Oui, et puis, enfin, sors Mother 3, quoi. Si tu veux des JRPG originaux, t'en as un chez toi, tout près, déjà. Ouais, non, mais c'est franchement incroyable. Live Alive, grand coup de cœur. On est sur une belle liste de jeux, beaucoup de coups de cœur. Un petit en bref, cette fois, pour ma part, c'est Tinykin, qui est sorti très très récemment là. Alors pour vous donner une image, je dirais que Tinykin c'est la rencontre entre Psychonauts, Pikmin et It Takes Two. En fait, on incarne belle ref. Plutôt pas mal. Hein, on incarne un petit personnage qui s'appelle Milo, qui est tout petit, hein, qui est aidé par les Tinykin. Alors c'est des petites bêtes qui possèdent des caractéristiques propres en fonction de leur couleur. En fait, il va visiter une maison et pour lui, cette maison, elle est immense. Il est petit, mais tout petit, genre la taille d'une fourmi. Donc vous avez du coup le It Takes Two, le Pikmin et le Psychonauts pour l'aspect complètement débridé, le drôle, dépaysant. Il y a de tout ça. Toujours pareil, petit point graphique, parce que c'est ce qu'on voit en premier, le jeu est vraiment incroyable. On a un personnage qui est en 2D avec un univers en 3D et une exploration en 3D, donc on a ce feeling un petit peu nostalgique, parce que c'est une vieille technique des JRPG, ça de faire ça, un perso en 2D, un univers en 3D, sauf qu'on n'avait pas forcément de l'exploration en 3D, c'est-à-dire que là, vous avez la caméra en main. C'est un peu Paper Mario dans l'approche, non? Complètement, bien sûr, très bonne ref, et ça marche. Enfin, moi, je trouvais ça ouf, et moi, si tu m'avais expliqué ça, parce que c'est très très pastel, hein, c'est-à-dire que le personnage en lui-même, que vous contrôlez, il est en aplat, il est pastel, il est des dessins animés, je veux dire, et l'environnement pas forcément, quoi. On est sur un jeu en 3D et ça fonctionne à 2000%. Donc direction artistique de Simon Hutt, un Français. Si vous suivez GK, c'est lui qui a fait les petits avatars, qui se fait pas mal connaître sur Twitter. Qui a bossé sur un spin-off de Mutafukaz aussi, je crois. Ok. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, mais ce qui va au-delà de l'aspect graphique, ce qui m'a vraiment, moi, charmé, en fait, c'est le jeu de texture qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit, ces textures, on les voit, mais j'ai l'impression qu'on les sent aussi, tu vois. T'as une texture des objets, t'as une sensation de sentir les odeurs, et en fait, le jeu se déroule dans les pièces d'une maison, et donc, du coup, j'ai souvent eu l'impression de sentir une cuisine, une chambre, une salle de bain. Vous avez, je sais pas, des odeurs peut-être équivoques qui vont vous évoquer quelque chose comme, je sais pas, tu vois, l'odeur du taille-crayon, le savon et tout. Et en fait, là, évidemment, le jeu n'est pas en odorama, mais comme le jeu retranscrit bien les textures visuelles et l'immersion est incroyable. Et en fait, comme tu es tout petit comme une fourmi ou un mini-pouce, en fait, chaque pièce de la maison, en fait, va t'envahir, te domine. Vraiment, tu vois, tout est au-dessus de toi. Et du coup, t'as une immersion. Moi, j'ai eu rarement une immersion comme ça. C'est pour ça que je parlais de It Takes Two aussi. J'ai l'impression que tu nous parles de Last of Us, là. Presque. Mais en fait, c'est une maison des années 90 et je parierais sur le fait que les développeurs ont pas loin de nos âges à nous, ce qui a pu jouer sur ce côté. Et c'est marrant parce que hier, on parlait justement le lien entre le sens olfactif et la nostalgie qui se crée, et je pense que c'est en plein dedans, en fait. C'est que tu revivais, toi, un espèce de passé de très bons souvenirs et que t'avais presque les odeurs qui te revenaient. C'est ça. De la gomme, la veille de la rentrée, le cartable et compagnie, quoi. Et ça, mélangé au fait que le titre est un jeu de plateforme en 3D et qui possède toutes les qualités d'un jeu de plateforme en 3D, donc il est drôle, il est extrêmement singulier, il est drôle aussi et singulier parce qu'il y a tout un jargon, donc Milo est quelqu'un qui vient du futur et qui a par hasard qui est arrivé sur Terre et donc il se retrouve avec une petite taille, bref, le scénario est rigolo et tu dois récupérer des objets du quotidien pour pouvoir en fait créer ta fusée et repartir en gros. Pikmin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, il y a vraiment toute cette histoire c'est drôle, c'est singulier, la bande son aussi de Alexis Logier qui est géniale qui est vraiment un petit peu, tu vois, de musique interactive en fonction de ce que tu fais, de où tu es. Il va y avoir vraiment des variations dans la musique et ça, c'est vraiment bien. Et tout à l'heure, tu te fichais de moi parce que tu disais, mais tu parles de Last of Us, quand je te dis que le monde te domine, chaque niveau, chaque pièce de la maison, alors évidemment, c'est pas un monde ouvert parce que t'as des temps de chargement entre chaque pièce, mais en fait, t'as ce sentiment d'immensité me faisait croire que j'étais dans un monde ouvert quand j'arrivais dans chaque nouvelle pièce avec énormément de verticalité, c'est-à-dire que tu vas lever les yeux, toi t'es au sol sur la moquette et tu vas voir les étagères, tu vas voir et en fait tu te dis mais c'est immense et en fait t'as vraiment ce côté platformer 3D avec plein de collectibles, avec plein d'objets à choper et tu te dis mais waouh, j'en ai pour combien de temps? Et c'est vraiment un truc de ouf. Moi naturellement, je l'ai quasi platiné. La façon dont en fait le jeu va t'inviter à tout collectionner, je suis arrivé, moi je t'en ai parlé, je l'ai fini, putain, j'ai mis 9 heures, il est court, c'est pour toi. Et je suis allé sur How Long to Beat, je sais pas si vous connaissez ce site qui va t'indiquer en fait sur une moyenne combien les jeux durent en fonction de comment tu joues, si tu joues normalement, complétiste, etc. Et en fait 9 heures c'est platine quoi. Et en fait il peut se faire en 6 heures, donc
si toi tu as envie de le faire avec que des objectifs principaux, tu le finiras de façon très courte, mais je pense que personne ne fait ça. Ce jeu, il se platine. Mais je pense dire que tu l'as platiné sans t'en rendre compte, c'est, j'imagine, le plus beau compliment qu'un développeur puisse entendre, à mon sens. Ah, vraiment incroyable. En tout cas, voilà, si vous êtes dans ce délire de platformer 3D, allez-y. Si vous êtes dans ce délire nostalgique, en tout cas, si vous avez envie de reconnaître un petit peu ce jeu de texture et ce truc olfactif, franchement, essayez-le. Il est dans le Game Pass, en plus. Il est dans le Game Pass. Voilà pour ce en bref sur Tinykin. Je sais pas si tu as d'autres questions, mais... Je l'ai pas encore essayé, mais j'ai très envie et tu m'as donné envie. On passe sur un autre en bref, mais cette fois un petit peu de rétro gaming avec Assassin's Creed Rogue. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Alors, on va pas s'apesantir 10 ans, je vous rassure, mais j'avais une envie d'Assassin's Creed, hein, c'est comme, ça se contrôle pas, c'est comme ça, c'est comme les femmes enceintes avec les fraises. Donc, c'est vrai que ça fait quand même bientôt 2 ans que Valhalla est sorti, donc on a été habitué à avoir un assassin tous les ans. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Et Assassin, voilà, on l'a dit, moi c'est une série que j'associe aussi à notre nostalgie, notre premier bouquin qu'on a fait ensemble, donc j'y suis très attaché. Donc j'ai voulu jouer Assassin's Creed Syndicate, qui est en gros l'épisode canon, le seul que je n'ai pas fait, mais sur Next Gen en fait il marche pas, c'est le seul qui a des problèmes de compatibilité, et quand on joue il y a des espèces de glitch de lumière, on a l'impression d'être en boîte de nuit avec des stroboscopes, c'est très pénible, donc j'ai arrêté au bout de 2 heures. Mais c'est même très très impressionnant, hein. Si moi j'ai vu une vidéo tourner, c'est que vous êtes en intérieur dans une pièce et en fait c'est comme s'il y avait un orage permanent et c'est des flashs lumineux. C'est injouable, on va pas se le cacher. Donc j'avais la flemme de ressortir mes vieilles c'est même consoles, pas marrant quoi. Oui, c'est ça. Donc j'ai chopé Assassin's Creed Rogue Remaster sur PlayStation Plus. Donc c'est un épisode un peu mal aimé parce qu'il est sorti en complément d'Assassin Unity. Outsiders, mais faut pas déconner. Oui, voilà. Pas top 3 quoi. C'est ça. Donc pendant qu'Unity venait occuper le terrain de la next gen, Rogue lui venait continuer à voler des bifetons aux gens qui avaient pas encore basculé sur les nouvelles consoles. Et donc c'est vraiment un jeu mineur, hein, c'est une sorte de spin-off de la saga qui va un peu amalgamer un peu toutes les briques de gameplay qu'on avait connues jusqu'alors, hein. T'as le bateau de Assassin 4 qui revient, le bateau qui est un peu trop présent à mon goût, je suis pas le plus grand des fans. Je suis pas bateau. Oui, vraiment, ça me saoule un peu. T'as le côté scénario qui est à la fois un lien avec Assassin's Creed 4, mais qui aussi se place en parallèle du 3 et qui va mener à Assassin's Creed 5, donc t'as vraiment ce côté, vas-y, on essaie de tout mettre dedans pour titiller les joueurs. La grande promesse, c'était d'incarner un Templier quand même. Est-ce que c'est l'originalité du jeu et c'est en ça qu'il se distingue, mais je dois dire que dans la pratique, que ce soit en termes de scénario ou de gameplay, ça change pas grand-chose. Le seul truc, c'est que comme tu es opposé aux assassins, tu as cette fois des phases de jeu où t'as les assassins planqués dans un environnement comme toi tu peux l'être habituellement dans les jeux et qui vont te tomber dessus. Et là, ça reprend un peu des mécaniques du jeu multi pour pouvoir les voir en fait. Très très beau recyclage d'absolument toutes les. C'est du génie, je pense, de recyclage. Ce jeu, il devrait être ministre de l'écologie. Je pense que c'est le plus bel exemple qui existe. C'est rigolo quand tu vois les mecs planqués en haut comme toi tu fais d'habitude et tu t'es en train de les rôder parce qu'ils veulent te buter. Donc voilà, c'est un jeu qui a pris un coup de vieux, on va pas se le mentir, que ce soit dans les visages, dans l'interface. Est-ce que c'était pas le cas à sa sortie? Déjà, mais tu te dis quand même, le jeu vidéo, ça a quand même évolué beaucoup depuis. Tu vois, par exemple, on peut même pas s'accroupir. Alors là, c'était les assassins avant Unity. Je m'en souviens pas du tout. Tu peux même pas t'accroupir pour un jeu où l'infiltration est privilégiée, ça fait quand même très très bizarre. Le système de combat, il est toujours aussi éclaté, on est vraiment sur la période avant Origins, en fait, où t'avais ce côté, tu spams le contre et que tu butes les mecs en 2 secondes, c'était vraiment pas très intéressant. Mais ce côté old school n'est pas déplaisant. Tu vois, j'étais venu chercher mon petit fixe d'assassin, c'est exactement ce que j'ai eu. Donc voilà, c'était rigolo, ça dure une dizaine d'heures. Il y a un petit money shot sympa à Lisbonne. Oui, alors là, il y a 2 séquences dans le jeu, notamment une à la fin et une, tu en parles à Lisbonne, où ils ont voulu se la jouer un peu Uncharted. Ou recyclage des séquences de sanctuaire de AC2. Enfin... Ouais, mais pour le coup, là, vraiment, tu vois que c'est pas au niveau d'Uncharted, hein, en termes, tu sais, toujours orienter le regard, la direction et tout. Il y a quelques petits ratés, tu vois, c'est vraiment les séquences où je suis mort 3-4 fois, je pense qui est la règle qu'il faut éviter dans ces cas-là, quoi. C'est clair. Donc voilà, je vais pas plus loin parce que c'est pas un jeu d'actu, c'est pas un jeu que je recommanderais forcément. Mais la fin, moi, je retiens aussi le pont direct qu'il faisait vers un autre assassin. Moi, je te l'ai tellement teasé que ça t'a déçu, t'as fait ouais, c'est tout quoi. Oui, ça reste très très limité, mais vraiment c'est pour les complétistes de la série quoi. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'à l'époque, et tu l'as évoqué, c'était un temps où il y avait 2 jeux Assassin's Creed qui cohabitaient. Est-ce que ça Pardon. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver? C'est-à-dire que là on a eu des séquences avec peu d'Assassin's Creed, un par an. Est-ce que très prochainement on va pas avoir 2 Assassin's Creed en même temps? Ça a existé.
J'espère pas, mais J'espère pas. on en saura plus bientôt et bon, Exactement, c'est parce pas que ce qui... Enfin, ce samedi, ouais. prise de parole d'Ubisoft, notamment avec un show dans le show sur Assassin's Creed. Voilà, pour AC Rogue, je sais pas, tu conseilles, si vous êtes complétiste, tu l'as dit. Ouais, mais je le conseille même pas en fait. Mais si vous êtes comme moi, Si vous avez besoin d'un fixe de AC, regardez samedi la conférence, l'Ubi Forward, et si jamais peut-être faites Assassin's Creed Rogue. Un petit en bref aussi rapide, et là, total disclaimer, c'est que je vais parler d'un jeu que je n'ai pas terminé. C'est Xeno 3. Là, je le dis doucement parce que j'ai peur des représailles de Damien. Alors, comment faire pour parler d'un jeu que je n'ai pas fini et surtout qui est très long? Je vais vous faire un très rapide j'aime et j'aime pas parce que c'est la vie. Pourquoi? Alors, j'ai commencé par le négatif parce que c'est bien de finir par le positif. Alors, Xeno 3, le style global de MMO offline. Et tout ce que ça va sous-tendre de HUD, tout ça, je suis pas extrêmement fan. Beaucoup de loot dans Xeno 3, beaucoup de loot dans l'exploration qui vont me sortir un petit peu de l'environnement. Des choses qui existaient dans les précédents, mais t'es en train de te balader et t'as un truc fluo, fuchsia, Fortnite qui apparaît et t'en as partout. Ça sert pas à grand chose. Les combats, hélas, alors moi je suis pas, j'aimais pas ceux du 1 et du 2, alors déjà j'étais mal parti, tu vois, mais là en fait, c'est qu'ils sont extrêmement denses, extrêmement riches, et en fait c'est à un moment c'est méta, c'est-à-dire que tu te retrouves à être Néo dans la matrice, et tu vas complètement pouvoir faire les combats sans rien capter, parce que il faut savoir que le jeu, dans les combats, est extrêmement riche visuellement, c'est-à-dire que tu vois des éléments, tu vois plus tes personnages, tu sais absolument plus ce qu'ils font, la caméra est parfois assez éloignée, et en fait tu comprends tellement le système que t'as plus forcément besoin de regarder. Ça, moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. C'est l'exemple que je donne souvent, c'est si vous apprenez à faire du vélo cassé, à force, vous allez y arriver à faire un vélo cassé. Mais là, c'est que ça, à la base, je trouve que c'est vicié. C'est pas bon le fait qu'il y ait que ça soit trop surchargé. Donc certes, on s'y habitue, mais bon, c'est pas une solution en soi. Le rythme, c'est pour faire un pont avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Live. Le prologue, donc il y a pas réellement de prologue, mais t'as un chapitre 1 qui fait 4 heures, on va dire, ou 4-5 heures, où tu vas au bout de 4-5 heures rencontrer ton premier boss, tu vas avoir une scène d'exposition qui est extrêmement longue, la première heure, tu joues 10 minutes sur 1 heure de jeu, voilà, ça c'est un petit peu des choses qui moi me dérangent, qui me donnent pas envie, donc moi j'ai fait les 2 premiers chapitres qui font pour un total de 10-15 heures. Le titre fait globalement, on va dire, en fonction de votre façon de jouer, entre 60 et 100 heures. Et j'ai eu un sentiment de trop, tu vois, il y a trop de cinématiques, il y a trop de dialogues, il y a trop de combats, il y a trop de tutos, il y a trop de tout, et en fait le jeu il est peut-être généreux, certes, mais moi j'ai vu comme, tu vois, un trop plein, on va dire. Et ça m'a... tout le monde me dit, Damien le premier, que le jeu est exceptionnel, mais que les 2 premiers chapitres sont problématiques, ou en tout cas un petit peu trop denses, et qu'après les tutos diminuent, que le scénario prend son rythme et tout. Et vous avez tous ce pote qui vous dit mais non, mais tu verras saison 2 épisode 5, ça sent trop bien. Est-ce que c'est forcément... C'est parfois vrai. Mais bon. C'est parfois vrai, mais que ça soit une série ou un jeu vidéo, j'estime que quand tu peux être intéressant dès la première minute, n'attends pas 10 heures, sois-le dès la première minute. Alors c'est évidemment très exigeant, mais moi je bloque sur les prologues parce que c'est fondamental, enfin qu'il faut vraiment nous attraper, tu vois, et tenir 100 heures sur un jeu si vraiment t'as pas cette mise en situation, je trouve ça dommage. Rapidement, il y a des choses que j'ai aimé, la musique est incroyable, beaucoup de qualité de vie, ça c'est chouette, une progression, alors sur les 10 et 15 premières heures, extrêmement enrichie, c'est-à-dire que toutes les moments clés, je sais pas, tous les 3 quarts d'heure, tu vas avoir un nouvel élément qui va se rajouter, donc ça s'enrichit, c'est bien fait. Tout à l'heure, je parlais de système de combat vicié, là, c'est que t'as un tuto qui est parfois pas très clair, c'est qu'il y a même un système façon, tu sais, Metal Gear Solid, tu sais, les phases en VR. Mais là, t'as la même chose de combat pour te dire, si t'as pas tout compris du système de combat. Un simulateur. C'est un peu, je trouve, pas un aveu d'échec, mais un petit peu, et je finirai par la mise en scène. La mise en scène qui est peut-être l'une des meilleures mises en scène du jeu vidéo, tout compris. C'est-à-dire que, en termes de position de caméra, de la façon dont en fait l'histoire t'est racontée par le regard par le point de vue de la caméra, c'est le haut du pavé. C'était déjà le cas des premiers Xeno. Et là, évidemment, je bascule sur un point négatif, c'est que cette mise en scène, en fait, c'est un piège. C'est-à-dire que Kojima, comme Kojima, qui va mettre en scène ses jeux des fois avec 10 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure de vidéo. Lui, il adore la mise en scène, elle est plutôt qualitative. Takahashi, c'est pareil avec Xeno, il sait qu'il est bon,
et du coup j'ai l'impression qu'il se perd là-dedans. C'est que sa mise en scène est tellement incroyable, ses cinématiques sont tellement incroyables que finalement il use de cet outil cinématographique pour raconter son histoire, alors que on est quand même dans un jeu vidéo. Et je referai un pont avec Live où à l'époque, en 94, ils avaient pas l'outil cinématographique. C'est pas pour autant qu'il y avait pas de mise en scène. Il y avait de la mise en scène qui était différente, et surtout c'était de la mise en scène qui était faite avec des outils vidéoludiques. Et ça, je trouve ça toujours dommage. Je sais que je suis un petit peu relou avec ça, c'est que voilà, on reste dans le média du jeu vidéo. Évidemment qu'on peut utiliser des outils des autres médias, mais quand je trouve qu'il y a l'ascendant est trop sur un autre, ça me dérange un petit peu. J'ai envie de lui donner une seconde chance à Xeno, mais je sais pas, là, j'ai arrêté. C'est pas ton école de JRPG, quoi. Mais ça me saoule parce que j'aime bien le JRPG, ce genre-là, j'aime bien, et passer à côté, en tout cas de ce que Damien nous dit, et il a été très 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 apprécié, passer à côté de l'un de ces monuments, ça me rend triste, ça me saoule. Ouais, mais on peut pas tout aimer, c'est la vie, j'ai envie de dire, voilà. Je crois philosophie. Revenez la semaine prochaine, je crois que Nico va parler d'un jeu qui est un chef-d'œuvre et que peut-être certains passent à côté. Un petit en bref encore, c'est Dying Light 2. Oui. Alors, lui aussi, j'avais dit que j'allais y jouer, mais voilà, quelques heures, manière 2, parce que j'étais un petit peu curieux. C'est vraiment le prototype du jeu des années 2010, je trouve, un jeu en monde ouvert, avec du crafting, du loot partout, t'as une jauge d'endurance, t'as des dialogues et une écriture pas terrible, on va pas se le cacher, t'as la vision d'aigle pour repérer un petit peu les objets interactifs, t'as ton marqueur d'objectif pour te dire où il faut aller, t'as des points de compétence et le jeu est alimenté en DLC avec l'approche de service, donc c'est vraiment, il coche toutes les cases. En plus, t'as une surcouche zombie et post-apo, donc là aussi qu'on a vu, revu, mais pour autant, ça n'en fait pas un mauvais jeu. Donc là-dessus, j'ai joué 10 heures, donc je vais pas dire que je donne un avis TEF sur le jeu, mais il a quand même quelques qualités. J'ai joué sur PS5, il est plutôt joli, en tout cas plus que ce que je l'imaginais, avec des belles ambiances, des belles couleurs et tout. Il y a une narration environnementale que je trouve réussie aussi, là aussi, pour montrer un monde qui a l'air d'exister, qui a vraiment ses codes et qui a évolué d'une certaine façon. Et t'as aussi le feeling du parcours qu'ils ont peu vraiment mis au cœur du gameplay, où je trouve la sensation de déplacement et tout est plutôt satisfaisante. Un autre gros point, là, je te laisse en parler, c'est l'ambiance musicale, un jeu que toi, où t'as craqué dessus. Ouais, c'est vrai que Olivier de Rivière, toujours, et ça marotte de musique interactive, et c'est vrai que les séquences d'émotions, de poursuites, et bien d'autres, en fait, vont vraiment t'accompagner musicalement, et contribuent à rendre ces séquences mémorables. C'est vrai que... Donc j'ai joué quelques heures sans déplaisir, j'ai pas spécialement l'envie d'y revenir. C'est un jeu où je trouve c'est pas cool pour le jeu. Non, mais c'est un tu vois, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que c'est le jeu où il y a pas grand-chose à en dire en fait. C'est un jeu efficace qui fait le job. Tu peux tomber dedans parce que t'as des mécaniques justement d'addiction entre guillemets, qui peuvent si tu mets le doigt dedans, tu vas être le bras pris dans l'engrenage. Si t'es complétiste, c'est compliqué. Mais c'est vrai que si c'est un jeu où t'arrêtes de jouer, moi j'ai pas eu cette envie de dire il faut que j'y retourne. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je veux savoir. Donc voilà, en tout cas, il y a juste un truc qui me fait marrer, c'est que l'animation, quand tu fouilles l'environnement, le perso il fait comme ça. On dirait qu'il se réchauffe au coin du feu à chaque fois. Donc, tu sais, il voit une valise, il fait comme ça. C'est un peu rigolo, je trouve. Mais il est pas si brinque-ballant que ce que j'imaginais. Mais il est solide, un poil anachronique. Et en tout cas, nous on l'avait évoqué dans un précédent Raid Alert sur comme Xeno 3, ces jeux de trop plein, c'est que mais je suis persuadé qu'un mec peut y trouver son kiff pendant 80 heures mais avec grand plaisir et que ça sera le moment clé de son année quoi. Si en fait ces titres là, que ce soit Xeno 3, Elden Ring ou même Dying Light 2, s'ils sont calibrés pour toi et que tu rentres en écho, en fusion, en harmonie, tu te roules dedans. Enfin là, c'est comme moi avec Assassin en fait, où moi c'est dans Assassin que je vais plonger et je serai peut-être plus mesuré sur Dying Light, sur Ghost of Tsushima, sur Horizon. Si quelqu'un ça serait Dying Light 2, je peux comprendre quoi. La transition est toute trouvée et c'est quand même cool le hasard parce qu'on passe de Dying Light 2 et des zombies à The Last of Us Part 1, un jeu qui a conclu, on va dire, l'été pour tout le monde, que ce soit le calendrier ou même cette grande séquence de jeu. On a eu un été très riche et assez qualitatif. On va terminer ce Raid Alert par The Last of Us Part 1. Par quoi commencer? Est-ce qu'on va évoquer le jeu aujourd'hui? Donc moi, j'ai eu la chance de le reterminer. Et Last of Us premier du nom, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que l'histoire est encore extrêmement solide, un prologue toujours au Panthéon, un gameplay ultra équilibré,
alors un gameplay équilibré, narration équilibrée, vraiment, hein, on parle de pacing et même de granularité. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un modèle dans le sens où chaque séquence de jeu, quand tu décortiques, tu vois que t'as un nouvel ennemi qui va te forcer à jouer différemment. Tu vas avoir une séquence plus scriptée, narrée, qui va apporter de l'empathie avec ce personnage, et puis d'après, tu vas voir le boss. Enfin, vous voyez c'est un moncellement en fait de briques de game design qui sont pour moi, mais vraiment très 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 bien faite, même si je crois que la première partie, les gens l'aiment un peu moins parce que t'as plus de séquences longues de shoot. C'est vrai que tu tues quand même pas mal d'humains, même des zombies, tout. Ça peut déranger, mais je trouve que ça vieillit pas du tout. C'était une référence à l'époque, ça reste une référence aujourd'hui. Les plus de cette part 1, de ce remake remaster, on y reviendra, niveau gameplay, y a rien du tout en fait. Y a rien, c'est le même jeu. Alors j'ai l'impression, et je suis pas sûr qu'il y a des mises à mort contextuelles, j'ai pas l'impression que c'était à l'époque aussi bien fait, en tout cas des animations qui ont été en plus. Il y a l'établi, qui était super bien dans Last of Us 2, où quand tu vas faire tes armes, tu voyais Ellie trifouiller, c'était très très satisfaisant. Du gun porn, ouais. Ouais, et alors ça c'est pas pour le gun porn, mais tu vois là, tu le vois bidouiller, et là ils ont remis ces séquences complètement nouvelles, et ça c'est vraiment très stylé, mais le seul et unique plus, hormis toutes les fonctions d'accessibilité qui sont très riches, mais ça les AAA en font beaucoup, et c'est cool. Là il y en a vraiment beaucoup. Là le plus, il est graphique, il est esthétique. Ils ont tout refait, nouveau moteur, tout. Je veux pas dire que ça n'a plus rien à voir, mais graphiquement, c'est le jour et la nuit. En n'ayons pas peur des mots, hein, Last of Us 1 c'est un chef-d'œuvre, donc le remake de Last of Us 1 c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Là-dessus c'est réglé. Tu l'as dit, en termes de système de jeu et l'aventure, c'est la même chose. Tu reprends la même chose, le déroulé est le même, la maniabilité c'est la même, peut-être un poil assoupli, c'est pas flagrant non plus. Le truc c'est vraiment la technique et la direction artistique qui ont profité, vraiment qui ont été changés dans ce remake et qui donnent une ambiance. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué parce que sur les photos on se rend pas compte, parce que tous les efforts qui ont été mis, c'est au service de l'atmosphère, c'est au service de l'ambiance. Quand tu parlais de Tinykin, que tu ressentais l'environnement, ça me faisait marrer parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti dans Last of Us. Ouais. C'est que vraiment, toute cette amélioration, ça te crée une immersion accrue. Moi, je l'avais eu au ciné quand j'avais vu un film en HFR, le 48 FPS, où t'as une sensation de présence, en fait, et de monde presque tangible, qui, je retrouve, transcende la chose, enfin c'est clair. Donc tu peux jouer à Last of Us 1 avec la version PS3, ça restera un grand jeu et tu vivras grosso modo la même expérience, mais tout l'apport de l'ambiance, de l'univers crédible et tout, ça transfigure l'aventure vraiment. Et c'est vrai qu'il y a ce fameux prologue. Alors moi j'avais pas fait Last of Us 1 à l'époque, quelques mois, j'avais fait juste quelques mois après. Ce prologue, peut-être parce qu'on me l'avait survendu, je m'étais dit, bon, tu vois, il m'était pas resté en mémoire. Et là, le rejouer dans ces conditions, il m'accueille, en fait, à nouveau. Et tu vois, comme si je le redécouvrais. Et rien que là, au bout de 20 minutes, je me dis, ok, c'est un grand jeu qu'on est en train de vivre. Et se dire que, Naughty Dog, ils ont voulu investir là où il y avait besoin pour transcender l'expérience, c'est vraiment dans ce côté, retravailler l'atmosphère, retravailler l'ambiance avec... je pense qu'il est lié aussi à l'évolution technologique, le créer une espèce d'homogénéité avec Last of Us Part 2 en ayant une approche peut-être encore plus réaliste que le premier épisode qui visait déjà le réalisme, mais par les contraintes techniques, je pense, ne pouvait pas aller aussi haut qu'il espérait. Donc si quelqu'un me dit qu'il préfère la direction artistique de l'ancienne version, je peux comprendre. Mais là, on voit vraiment la nécessité de créer un espèce d'un lien vraiment direct entre les deux épisodes pour en faire vraiment les deux pendants d'une même expérience, quoi. Et ça, c'est en plus, je trouve, très explicite. C'est écrit sur la boîte, c'est-à-dire que le jeu s'appelle The Last of Us Part 1, là où il s'appelait The Last of Us. Et en fait, leur but avoué et affiché, c'est de créer une unité dans ce diptyque. Et c'est pas spécialement de faire un remake. On va y arriver sur la question du remake. Tu vois, FF7, pardon, encore une fois, s'appelle FF7 Remake. Resident Evil 2, c'était cette grande mode de donner les noms unis comme ça. Là, le jeu s'appelle Part 1, leur but, c'était l'affiliation. Sur la direction artistique, je vois tout à fait ce que tu dis. J'ai un petit peu moins ressenti. Il y a vraiment des différences de chromatiques au niveau de la lumière, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il faut avoir deux télés avec l'ancien et à côté pour se dire, ouais, c'est réellement différent. T'es tellement immergé dans ce monde-là que moi, quand je jouais à Last of Us Part 1, j'avais pas l'impression que c'était sensiblement différent. Tu vois, mon esprit, mes souvenirs m'ont évoqué ce que je voyais à l'écran. Là où Demon's Souls, excuse-moi, là où Demon's Souls, mémoire ou pas mémoire, la direction artistique n'avait rien à voir. Oui, c'est qu'ils ont pas tant
changer la direction artistique que le traitement qui en est fait en termes de lumière, de brouillard, confère une ambiance différente en fait. Oui. Mais c'est qu'ils ont pas repensé la DA comme dans un Demon's Soul remake par exemple. Ouais. Je vois ce que tu veux dire là-dessus. En fait, pour parler grosso modo de est-ce que c'est un remake, est-ce que c'est un remaster, tout ça, viteuf, nous, remake remaster, on en a parlé dans le Red Alert 33, où justement, moi je vous parlais de relecture, restauration, tout ça. Pour moi, un remake, c'est quand tu fais quelque chose qui n'est plus le même jeu, tu vois. Est-ce que Last of Us Part 1 est un jeu différent du Last of Us 2013 ? Je pense pas. Par exemple, on l'évoquait tout à l'heure avec Live Alive. Moi, Live Alive, j'ai envie de le mettre dans mon top 3 de l'année. Est-ce que Live Alive peut être un GOTY ? Je sais pas. Est-ce que The Last of Us Part 1 peut être un GOTY ? Est-ce qu'il va être élu comme Elden Ring et tout ? Je crois pas. C'est-à-dire que c'est un grand jeu de 2013, même si le remake est incroyable. Resident Evil 2, FF7 Remake sont des jeux qu'on a jugés à l'aune de leur année de sortie. C'était des nouveaux jeux. Tu vois, Resident Evil 2, tranquille, hein, il a été nommé, plein de gens l'ont dit. Ouais, mais je trouve que Last of Us Part 1, justement, en 2022, ne dépareille pas, tu vois. Il aurait pu être jugé à l'aune des jeux d'aujourd'hui, ça aurait pas dérangé. Oui, quoi. mais c'est parce qu'il était peut-être déjà un petit peu en avance ou exceptionnel en 2013, mais ça reste fondamentalement le même jeu. Oui, c'est vrai que c'est pas, comme toi tu parlais de relecture, on n'est pas sur une relecture, c'est pas du RE2 remake, ça reste la même expérience, c'est juste que la partie artistique et technique, je trouve, transcende l'immersion, et quand on sait qu'à quel point les jeux Naughty Dog et Last of Us en particulier, le côté cinématographique, immersif, et au niveau de l'écriture et de l'émotion, ils jouent sur ces cordes-là, et c'est exactement ce que le remake vient sublimer. Donc, ils ont visé juste, à mon sens, quoi. Et est-ce que tu penses que Part 1, Last of Us, peut incarner l'année 2022, et peut être nommé GOTY, où tout le monde va dire, franchement, c'est vrai que le jeu est incroyable, et on va arriver sur la question de finalement qu'est-ce qu'on juge ? On juge le remake remaster ou est-ce qu'on juge le titre ? Est-ce que tu crois que Part 1 peut incarner l'année 2022 ou non, finalement ça reste un jeu de 2013 ? Non, parce que ça reste malgré tout le même jeu qui revient au goût du jour, mais hormis si on n'était pas au courant en fait de l'héritage et que c'était un remake qu'on n'avait pas vu jouer à l'époque, je pense qu'il aurait pu très bien être joué dans les tops de fin d'année, quoi. Exactement. Ce fameux jugement là, on vous parle de quoi finalement ? Est-ce qu'on vous parle de Part 1 en tant que remake remaster, ou est-ce qu'on vous parle de ce qui est Last of Us 1, un chef-d'œuvre ? Aujourd'hui, les sites ont encore des notes, on a encore Metacritic qui fait la pluie et le beau temps pour la décision des joueurs, mais aussi pour les membres des studios. C'est compliqué ces remakes et remasters quand ils sont finalement pas des jeux différents, mais qui sont des upgrades graphiques, aussi bien soient-elles. Comment on fait pour juger un remake et un remaster ? Alors pour moi, un site par exemple qui met une note, ce que je trouve pas forcément logique, ce que je ne ferai pas, mais un site qui met des notes et qui pour un remake comme ça n'a pas deux notes différentes, tu vois, pour le jeu et le côté portage en lui-même, je trouve qu'il se trompe, parce que c'est deux choses tellement différentes, quoi. Il peut y avoir des cas où justement les changements viennent empiéter sur le côté jeu en lui-même, qui peut l'amoindrir, et là ça doit être noté. Mais je pense qu'il y a deux critères de notation et d'appréciation qui se côtoient, là, clairement. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que les sites, et même Metacritic, tout ça, qui font en fait un barème noté, se doit d'avoir deux notes. Il y a le jeu, ce qu'il est réellement, et il y a l'acte de remake et de remaster, quand c'est les mêmes jeux, tu vois, on reprend un RE2 et FF7 Remake, ne sont plus les mêmes jeux, donc la note de FF7 Remake et RE2, les nouvelles moutures, la note incarne ces nouveaux jeux. Là, c'est vraiment un petit peu différent. Tout à l'heure, à la rédac, on l'évoquait avec Ken et les autres, un jeu comme Sonic Colors, par exemple, qui à l'époque de sa sortie sur Wii était plutôt apprécié comme un Sonic de qualité, et a eu sa nouvelle version remasterisée, qui restait fondamentalement, je cherche en plus, je redis le mot, qui reste le même jeu, mais en fait son remasterisation était mauvaise, c'est-à-dire simplement qu'elle était le jeu était buggé, était mal fait techniquement. Sauf que Sonic Colors, vous allez voir sur le Metacritic, se retrouve avec à peine une meilleure note, un peu une moins bonne note, pardon, que le précédent. Alors que c'est pas logique, tu vois, le remaster devrait avoir, je sais pas, une note au ras des pâquerettes. Oui, parce que tu peux dire, si tu veux découvrir Sonic Colors, il vaut peut-être mieux aller sur l'ancienne version que la nouvelle. Là où quelqu'un qui me dit qu'il veut découvrir Last of Us 1 aujourd'hui, pour moi, il y a zéro débat, il faut qu'il joue à la Part 1. Bon, on est plutôt d'accord sur comment évaluer un remake remaster et un précédent jeu. Le prix, alors il y a eu pas mal de polémiques, ça a quand même beaucoup fait parler. Le prix,
Est-ce que faire payer plein fer Comme d'hab, tu l'as dit, des polémiques où les deux camps font semblant de ne pas comprendre les arguments et s'auto-caricaturent. Alors, je vois les gens qui disent, non, mais évidemment, on vous file le jeu, comment tu peux dire que faut l'acheter, 80 €, c'est rien? Je comprends ce débat, mais pour moi, la question du pognon, en fait, et c'est pas tant qu'il n'y a pas de débat, c'est que ce débat existe, mais il est propre à chacun. Et c'est-à-dire que, en fonction de combien t'as de thunes, combien t'as envie d'investir, c'est des débats qui sont vraiment différents pour chacun. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, ça veut dire que chacun doit répondre à la question lui-même, en fait, quoi. Ok, c'est vrai. Alors, Sony aurait pu peut-être calmer le feu aux poudres s'ils avaient fait un tout petit geste, c'est-à-dire que là ils l'ont fait plein fer, mais tu vois, juste en disant on a refait le jeu entièrement, ce n'est plus le même moteur, il a fallu tout refaire. Néanmoins, la pré-production, ça reste la même, les voix n'ont pas été enregistrées, etc., etc. Oui. À place de faire 80, s'ils avaient fait, je sais pas, ne serait-ce que 70, peut-être tu as un geste même symbolique, peut-être que ça aurait calmé vachement. Oui, et puis il y a aussi ce côté 80 € pour un jeu, ça reste assez récent et ça reste dur à avaler aussi pour tout le monde. Et Sony, entendons-nous bien, hein, on aurait tous préféré que le jeu soit à 60 €. C'est clair. Mais est-ce que on aura ces mêmes débats-là pour la sortie du remake de Dead Space en janvier? Je crois pas. Je pense qu'il y a aussi un côté polarisant, que Last of Us c'est l'étendard de Sony. Tu penses? Et oui, vraiment. Last of Us c'est des jeux qui polarisent à chaque fois. Hein. La sortie du 2 aussi, il y a eu des polémiques qui étaient un petit peu bizarres. Mais là où ça m'énerve vraiment, c'est que je comprends pas. C'est que t'as le choix. Ouais. C'est pas comme on a connu genre des jeux qui sortent en remake et l'éditeur en douce va supprimer des stores les anciennes versions, ça c'est un move dégueulasse. Mais aujourd'hui, tu peux jouer à Last of Us sur PS3, tu peux jouer à la version PS4 qui est trouvable pour pas cher, tu peux jouer à la version PS4 dans le PlayStation Plus qui est fourni avec. Donc du moment qu'on te laisse le choix, je comprends même pas qu'on ait eu des polémiques en fait. Et là aussi, je vais dire quelque chose qui paraît une évidence, mais les mecs qui râlent en mode 80 € c'est un scandale. Enfin, jouer au jeu déjà, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Parce que l'appréciation qu'on a du jeu quand on y a joué, c'est débile, hein, ce que je dis, c'est d'une évidence absolue. C'est pas la même chose que juste mater des screens et aller gueuler sur Twitter, quoi. Ouais, c'est clair. Pour peut-être conclure sur le prix, je vais te poser une question, ou en tout cas ouvrir le débat là-dessus. De l'aveu des devs, il n'y a pas eu de crunch en fait sur Last of Us Part 1, sur le remake. Donc ce qui sous-entend, et de façon évidente, pas de crunch, un temps de développement plus long. C'est évidemment des meilleures conditions de développement, c'est cool, et faut tendre à ça, mais de façon effective, pour son éditeur, que ça soit et pour son studio, c'est un temps de développement plus long, donc plus de salaire, donc un jeu qui est plus cher. Est-ce que maintenant que les conditions de travail des développeurs qui sont plus mis à nu, et c'est une très bonne chose, je le précise, est-ce que nous, en tant que joueurs, on accepterait qu'un jeu sans crunch soit un jeu plus cher? Je pense que si on l'accepte pas, on peut pas venir râler et hurler au crunch comme un scandale si on n'importe pas aussi une responsabilité qui est là derrière, quoi. Ouais, ça c'est vraiment une question peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus philosophique. On peut, et moi je comprendrais à 2000% que quelqu'un me dise, mais moi je suis consommateur, je m'en fous complet, moi je veux le meilleur produit au meilleur prix. Ça s'entend, tout s'entend. C'est un petit peu, on va dire, des prises de position qu'on a sur l'industrie et le regard qu'on porte là-dessus. En tout cas, on peut peut-être finir sur le fait que Last of Us est un chef-d'œuvre. Jouez-y. Les 2 épisodes, et là du coup t'auras une espèce d'harmonie si tu veux jouer aux 2 l'un après l'autre. T'as vraiment, je pense que quand la série sortira, c'est pas exclu qu'on ait un part 2 qui soit en version PS5 mais qui soit le jeu PS4 avec le patch juste la même chose, hein. Ouais. Et que tu puisses jouer à tes 2 jeux sur PS5 dans les meilleures conditions, quoi. C'est clair. Juste pour dire que maintenant qu'on a cette unité, le jeu est vraiment exceptionnel. Il faut, je pense, tout le temps favoriser l'expérience de jeu avant de essayer de voir politiquement si c'est moins bien ou moins bien. Enfin, nous, on va mettre en avant cette expérience de jeu, et ça, c'est le plus important. Et tout à l'heure, tu disais, c'est un bon compliment de dire que Tiny King, je l'ai platiné sans faire exprès. Last of Us 1, j'étais parti pour pas le finir, c'est-à-dire que je l'ai fait vraiment plusieurs fois. Là, je crois que c'est la 4e fois que je le fais. Je l'ai refini. Pour montrer un petit peu la qualité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle m'a vraiment cueilli, comme tu disais tout à l'heure, où j'étais parti, j'ai joué, je t'ai dit, j'ai fait un run, je suis fini à l'automne, parce que le jeu est par saison, l'automne c'est 5-6 heures, quoi. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, t'es complètement happé, c'est un jeu qui est incroyable. Voilà, favorisons l'expérience de jeu, c'est le plus important. Et nous avons terminé ce premier Red Alert sur les jeux
de l'été, je sais pas. C'est un peu plus long que d'habitude, mais bon. Oui, fallait faire le point, quoi. Fallait faire le point, c'est la reprise. On est un petit peu hésitant. On a mis des patates dans les micros. Désolé à vous et désolé à Ken, hein, qui va s'occuper. Ah, moi, j'ai rien fait, moi. Si. Regardez la vidéo. Merci encore à tous. Hein, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner pour pas, comme on dit, ne pas manquer le prochain épisode. En tout cas, mettez une petite note. Sachez qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. On est sur YouTube en vidéo. Salut. Et même, je crois qu'on est même en vidéo sur Spotify. À voir. Si oui, c'est nouveau. C'est nouveau. On fait la bise à l'équipe, à Damien, à Ken, à Ludo. Et ben, je crois non, on vous dit pas la semaine prochaine. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? D'arrêt d'alerte. C'est un petit peu la tradition, tu vois, je suis hésitant, là. Et on vous fait rester jusqu'à la fin pour savoir. Moi, je vais vous parler d'Immortality. Donc, on avait fait un petit point sur Sam Barlow, le créateur, et ses jeux avant de partir en vacances, exprès pour se mettre dans le bain pour son nouveau projet. Je peux juste déjà vous dire que c'est un chef-d'œuvre et qu'il faut y jouer, mais je serai plus dissert la semaine prochaine. Voilà. Que de chefs-d'œuvre, voilà, c'est la farandole de chefs-d'œuvre. Pour ma part, je vais vous parler de Timesia, alors un jeu que j'ai fait cet été, mais du coup on a quand même fait une grosse émission. C'était l'occasion pour moi de le reporter la semaine prochaine. Un Souls-like, et ça sera l'occasion pour moi de parler de Timesia et de Steel Rising qui sort cette semaine là. Ah, le mec a tout changé là, c'est pas ce que tu m'avais dit. Je sais pas. Ah, en fait, je voulais parler de Inscription et j'ai pas si tant accroché que ça, donc je sais pas. Mais le sujet que t'avais prévu, tu te le gardes quand même pour la suite. Mais c'est pas ça. Je sais pas. Ah, avec des anneaux? Oui. Ah, c'est dans 15 jours. Ah, c'est dans 15 jours. Ça m'intéresse. Ah, c'est dans 15 jours ça. Restez, il y a des trucs qui se passent avec des anneaux dans 15 jours. Merci à tous et à bientôt. Ciao.